Une fille habituée à ramasser des déchets est entrée dans un bâtiment abandonné à la recherche de quelque chose à manger. Là, elle a trouvé un homme blessé et enchaîné, qui la suppliait de fuir. Mais au lieu de cela, elle partagea sa seule eau avec lui et décida de le sauver. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Le soleil se levait à peine sur les toits grisâtres de Belleville, quartier populaire de Paris, où les immeubles haussmanniens côtoient les bâtiments délabrés. Dans ces rues encore endormies, une petite silhouette se faufilait entre les poubelles renversées. Manon Thibault, 12 ans, les cheveux châtains emmêlés et les joues creusées par la faim, fouillait méthodiquement chaque conteneur avec l'expertise d'une enfant habituée à survivre des restes que Paris voulait oublier. Ses mains fines, couvertes de mitaines trouées, saisissaient tout ce qui pouvait avoir une valeur. Bouteilles en verre, morceaux de cuivre, vêtements encore portables. Chaque trouvaille disparaissait dans son sac à dos usé, décoré de pain coloré qu'elle avait ramassé au fil des années. Ces petits trésors représentaient peut-être quelques euros à la fin de la journée, juste assez pour un morceau de pain et un peu de fromage. Manon n'avait pas toujours vécu ainsi. 4 ans plus tôt, sa mère, Élise, lui avait promis de revenir avec de quoi manger. « Attends-moi ici, mon petit rossignol, je reviens avant la nuit. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête, comme un écho douloureux qui refusait de s'éteindre. Élise n'était jamais revenue, et l'appartement qu'elle partageait avait rapidement été repris par le propriétaire. Depuis, Manon avait appris à se méfier des adultes et de leurs promesses aussi fragiles que des châteaux de cartes. Les services sociaux l'avaient cherchée, bien sûr, mais Manon était devenue invisible, une ombre qui se glissait entre les failles d'un système qui n'avait pas su protéger sa mère, ancienne danseuse tombée dans la précarité, après une blessure. L'enfant préférait sa liberté précaire à l'enfermement dans une institution où personne ne comprendrait ses rêves de retrouver un jour Élise. Ce matin-là, alors que la brume automnale enveloppait encore les ruelles, Manon aperçut une ancienne usine textile abandonnée depuis des années. Le bâtiment imposant, aux fenêtres cassées et aux murs couverts de graffitis, semblait l'appeler. Les habitants du quartier l'évitaient, racontant qu'il était hanté par les fantômes des ouvrières mortes d'épuisement. Manon n'avait pas peur des fantômes. Les vivants lui semblaient bien plus terrifiants. « Il doit y avoir des tuyaux en cuivre là-dedans », murmura-t-elle pour se donner du courage. Une planche mal fixée lui permit d'entrer facilement. L'intérieur sentait l'humidité et la poussière. Des machines rouillées jonchèrent le sol, témoins silencieux d'une époque révolue. Manon progressait prudemment, son petit couteau suisse serré dans sa poche, prêt à s'enfuir au moindre bruit suspect. La lumière filtrait à travers les verrières brisées, créant des motifs fantasmagoriques sur le sol jonché de débris. C'est alors qu'elle l'entendit. Un gémissement faible, presque inaudible, venant des profondeurs du bâtiment. Son premier instinct fut de fuir, mais quelque chose dans ce son, une détresse authentique, la fit s'arrêter. Elle avait appris à reconnaître la souffrance véritable. Suivant le bruit, elle descendit un escalier métallique aux marches grinçantes qui menait à un sous-sol plongé dans la pénombre. Là, entre d'immenses bobines de fil abandonnées et des caisses pourries, gisait un homme. Il était attaché à une colonne de fer par d'épaisses chaînes qui mordaient sa chair. Sa chemise déchirée, autrefois blanche, révélait des ecchymoses et des entailles. Malgré la crasse et le sang séché, Manon reconnut immédiatement la qualité de ses vêtements. Sa montre Cartier, bien qu'éraflée, brillait encore à son poignet gonflé. Un bourgeois, pensa-t-elle avec méfiance. Les riches ne s'aventuraient jamais dans ce quartier, sauf pour acheter de la drogue ou exploiter la misère des autres. Que faisait-il là, attaché comme un animal? Était-ce un piège? L'homme ouvrit des yeux fiévreux lorsqu'elle s'approcha. Il semblait lutter pour rester conscient. « Va-t'en, petite. C'est dangereux, » articula-t-il d'une voix rauque, dans un français impeccable qui confirmait son éducation privilégiée. Manon resta immobile, évaluant la situation. Pour la première fois, elle voyait un adulte qui ne la regardait pas avec dégoût ou indifférence. Ses yeux bleu acier exprimaient une inquiétude sincère, non pas pour lui-même, mais pour elle. Cela la déconcerta. « Qui vous a fait ça ?» demanda-t-elle finalement, méfiante. « Peu importe, ils vont revenir. Tu dois partir, insista-t-il en toussant. « Vous êtes qui ?»« Antoine Delacroix,
répondit-il avec difficulté. Mais ça n'a pas d'importance maintenant. Ce nom fit tressaillir Manon. Même dans son monde isolé, elle avait entendu parler d'Antoine Delacroix, le célèbre architecte dont les projets transformaient Paris. Son visage apparaissait régulièrement dans les journaux qu'elle récupérait pour se tenir au chaud la nuit. « Pourquoi je devrais vous aider ?» demanda-t-elle, la voix tremblante malgré son désir de paraître forte. « Les gens comme vous ne font jamais. Rien pour les gens comme moi. » Antoine ferma les yeux un instant, comme si cette vérité le blessait plus que ses plaies physiques. « Tu as raison, » murmura-t-il. « Je ne mérite peut-être pas ton aide, mais si tu pars maintenant, tu resteras en sécurité. » Cette réponse surprit Manon. Les adultes mentaient toujours, promettaient monts et merveilles pour obtenir ce qu'ils voulaient. Celui-ci admettait sa vulnérabilité et semblait plus préoccupé par sa sécurité à elle que par sa propre survie. Un bruit sourd résonna à l'étage supérieur. Quelqu'un venait d'entrer dans l'usine. Le corps d'Antoine se tendit, et la peur traversa son regard. « Cache-toi » souffla-t-il avec urgence. Manon se glissa rapidement derrière une pile de caisses. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre. Des pas lourds descendirent l'escalier. Un homme grand et massif apparut, portant un sac en plastique. « Alors, Delacroix, tu as réfléchi à notre proposition ?» Sa voix était froide, presque amusée. « Je vous l'ai dit, Renaud, je ne signerai jamais ces documents, » répondit Antoine. La voix soudain plus ferme malgré sa faiblesse évidente. L'homme nommé Renaud soupira théâtralement, sortant une bouteille d'eau du sac. Il en versa un peu sur le visage d'Antoine, juste assez pour le torturer davantage sans étancher sa soif. « Tu es têtu, mais tout le monde finit par céder, même toi, avec tes grands principes. Ces terrains seront à nous, que tu le veuilles. Ou non, ces terrains appartiennent aux habitants du quartier. Le projet de logements sociaux se fera avec ou sans moi. » Renaud éclata d'un rire cruel. « Des logements sociaux, quelle perte d'argent, quand on pourrait y construire un complexe de luxe. Tu es vraiment naïf, Delacroix. » Il donna un coup de pied dans les côtes d'Antoine qui gémit de douleur. « Je reviendrai demain, avec mes associés, et crois-moi, ils sont moins patients que moi. » Après son départ, Manon attendit quelques minutes avant de sortir de sa cachette. Ce qu'elle venait d'entendre bouleversait sa vision du monde. Cet homme riche souffrait pour protéger un projet destiné aux pauvres comme elle. Antoine la regarda avec surprise lorsqu'elle réapparut. « Tu es encore là » murmura-t-il. Sans répondre, Manon sortit sa gourde cabossée contenant l'eau qu'elle avait récupérée à une fontaine publique. Elle approcha le goulot des lèvres craquelées d'Antoine. Il but avidement, chaque gorgée semblant lui redonner un peu de vie. « Merci » souffla-t-il. « Maintenant, va-t'en, je t'en prie. » Mais Manon avait déjà sorti son couteau suisse et commençait à examiner les serrures des chaînes. Ses petits doigts, habitués à démonter des objets pour en extraire les parties valorisables, tâtonnaient avec les mécanismes. « Pourquoi vous défendez ces logements ?» demanda-t-elle tout en travaillant sur les chaînes. Antoine la regarda longuement avant de répondre. « Parce que j'ai grandi dans un quartier comme celui-ci. Ma mère faisait des ménages pour nous nourrir. Je sais ce que c'est de n'avoir nulle part où aller. » Manon leva les yeux, surprise. Rien dans cet homme n'évoquait la pauvreté qu'elle connaissait. « Vous mentez, » dit-elle sèchement. « Rue Ramponneau, numéro 17, 5e étage sans ascenseur, » répondit-il avec un faible sourire. L'appartement était si petit que je devais faire mes devoirs sur le rebord de la fenêtre. Ces détails précis firent vaciller les certitudes de Manon. Elle connaissait cette adresse. C'était à quelques rues de l'endroit où elle dormait parfois, dans une cabane de fortune sur le toit d'un immeuble. « Comment vous êtes devenu riche, alors ?» demanda-t-elle en continuant à manipuler les serrures. « J'ai eu de la chance. Une bourse pour étudier l'architecture. Des rencontres importantes. Du talent aussi, admit-il sans vanité. Mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. » Un déclic se fit entendre. La première chaîne venait de céder. Les bras d'Antoine retombèrent lourdement à ses côtés, engourdis par des jours d'immobilité. « Forcé. Comment tu t'appelles » demanda-t-il tandis qu'elle s'attaquait à la chaîne qui retenait ses jambes. « Manon » répondit-elle après une hésitation. « Manon » répéta-t-il doucement. « Merci de m'aider, mais tu te mets en danger. »« J'ai l'habitude du danger » répliqua-t-elle avec une maturité qui serra le cœur d'Antoine. « Et puis, vous avez dit que vous vouliez aider les gens comme moi. Alors maintenant, c'est mon tour de vous aider. »
La deuxième chaîne céda enfin. Antoine tenta de se lever, mais ses jambes tremblantes refusèrent de le porter. Il s'effondra au sol avec un gémissement de douleur. « Ils vont revenir », murmura Manon, soudain, consciente de l'urgence de la situation. « Il faut partir d'ici. » Elle glissa son bras frêle sous l'épaule d'Antoine, offrant un appui dérisoire mais déterminé à cet homme 2 fois plus grand qu'elle. Ensemble, ils commencèrent à se diriger vers l'escalier, chaque pas étant une victoire contre la douleur et l'épuisement. Dans la lumière grise de ce matin d'automne parisien, une petite chiffonnière et un architecte renommé entamaient une improbable odyssée à travers les ruelles de Belleville, liés par une confiance fragile qui allait transformer leur vie à jamais. Le brouillard s'épaississait dans les ruelles de Belleville, offrant un voile protecteur à l'étrange duo qui progressait péniblement. Manon connaissait chaque recoin du quartier, chaque passage secret ignoré des cartes officielles. Elle guidait Antoine à travers un dédale de cours intérieures et d'allées étroites, évitant soigneusement les caméras de surveillance et les regards curieux. « Où m'emmènes-tu » haleta Antoine, son bras lourd pesant sur les épaules frêles de la fillette. « Dans un endroit sûr » répondit-elle laconiquement, économisant son souffle pour soutenir cet homme qui semblait peser 1 tonne. Chaque pas était une torture pour Antoine. La fièvre brouillait sa vision, transformant les murs en vagues mouvantes. Sans cette petite main ferme qui le guidait, il se serait effondré depuis longtemps. Son esprit d'architecte, habitué à observer les structures et les espaces, notait machinalement les détails de ce Paris qu'il connaissait si peu malgré ses années à dessiner la ville. Les murs couverts de tags artistiques, les petits jardins improvisés dans des caisses en bois, les fenêtres ornées de linge séchant au vent. « Attends » souffla-t-il soudain, son corps tremblant de faiblesse. « Je dois me reposer un instant. » Manon l'aida à s'asseoir contre un mur scrutant nerveusement les alentours. Il se trouvait dans une impasse discrète, loin des axes principaux. Antoine ferma les yeux, essayant de maîtriser la douleur qui irradiait de ses côtes probablement fracturées. « Ils vont te chercher partout » murmura Manon, son regard d'enfant soudain empli d'une lucidité adulte. Le monsieur qui était là-bas, « C'est qui » Antoine rouvrit les yeux, observant cette petite fille qui venait peut-être de lui sauver la vie. Malgré sa méfiance évidente, elle avait choisi de l'aider. Il lui devait au moins la vérité. Renaud Mercier, un promoteur immobilier sans scrupules. Il veut que je lui cède des terrains que j'ai acquis dans le quartier. Pour construire des trucs pour les riches, demanda Manon avec une moue de dégoût. Antoine esquissa un sourire malgré la douleur. Exactement. Des immeubles de luxe qui chasseraient tous les habitants actuels. Comme ils ont fait à La Chapelle, acquiesça Manon. La gentrification n'était pas un concept abstrait pour elle, mais une réalité qui rétrécissait chaque jour son territoire. Mais ces terrains, je les ai achetés pour y construire des logements abordables, un espace culturel aussi avec des ateliers d'artistes, une bibliothèque. Sa voix s'éteignit, comme si l'évocation de ce rêve lui rappelait à quel point il était maintenant compromis. « Pourquoi vous faites ça ? Vous êtes riche, non ?» La question de Manon était directe, sans le filtre de politesse que les adultes imposaient habituellement. Antoine resta silencieux un moment, cherchant une réponse honnête, pas les phrases toutes faites qu'il servait aux journalistes. « Parce que j'ai eu de la chance. Quelqu'un m'a tendu la main quand j'étais jeune. Mon professeur d'art plastique a vu que je dessinais bien et m'a inscrit à un concours. J'ai gagné une bourse. Sans lui, je serais peut-être... » Il laissa la phrase en suspens, mais Manon comprit. « Comme moi ?» suggéra-t-elle sans animosité. « Peut-être, ou pire, admit-il. Et toi, Manon, où sont tes parents ?» Le visage de la fillette se ferma instantanément. « On doit y aller, » dit-elle en se relevant brusquement. « Vous pouvez marcher maintenant. » Antoine comprit qu'il avait touché un point sensible. Il hocha la tête et, rassemblant ses forces, se remit debout en s'appuyant contre le mur. Le court repos lui avait fait du bien, malgré tout. Ils reprirent leur progression laborieuse à travers Belleville. Après une vingtaine de minutes qui semblèrent durer des heures, Manon le guida vers une zone industrielle désaffectée en bordure du quartier. Derrière une palissade couverte d'affiches déchirées, s'étendait un terrain vague, où la nature reprenait timidement ses droits. Et là, partiellement dissimulé par des arbustes sauvages, se dressait un vieux wagon de métro abandonné. « C'est chez moi »,
annonça Manon avec une pointe de fierté mêlée d'appréhension. Antoine contempla cette habitation improbable avec étonnement. Le wagon, vestige d'une ancienne ligne désaffectée, avait été repeint en bleu délavé. Quelqu'un, Manon sans doute, avait créé un petit jardin tout autour, utilisant des boîtes de conserve et des pneus usagés comme pots de fleurs. Des plantes grimpantes commençaient à enlacer la structure métallique, comme pour l'ancrer dans ce bout de terre oublié. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demanda Antoine impressionné malgré sa fatigue. « Il était déjà là quand j'ai dû quitter l'appartement, » expliqua-t-elle en l'aidant à franchir les quelques marches menant à la porte du wagon. Avant, des artistes l'utilisaient pour faire des expos. Puis ils sont partis. Alors je l'ai pris. L'intérieur du wagon était une révélation. Loin du chaos attendu, l'espace était organisé avec une précision presque militaire. D'un côté, un matelas fin couvert de couvertures, coloré. De l'autre, une petite table fabriquée avec des caisses empilées, entourées de coussins en guise de siège. Des étagères faites de planches récupérées accueillaient des livres soigneusement rangés, des figurines et divers objets que Manon avait dû collecter au fil de ses expéditions. Le plus surprenant étaient les murs, entièrement recouverts, de dessins et de collages, des paysages urbains, des portraits, des scènes de vie quotidienne. Certains étaient découpés dans des magazines, mais la plupart semblaient dessinés à la main, avec un talent indéniable. « C'est toi qui as fait ces dessins ?» demanda Antoine en s'asseyant précautionneusement sur le matelas que Manon lui désignait. Elle haussa les épaules, soudain timide. « Ça m'occupe la nuit. J'aime bien dessiner ce que je vois dans la journée. » Antoine examina plus attentivement les œuvres. Malgré le style naïf, ses dessins révélaient un sens aigu de l'observation et des proportions. Cet enfant avait un don. « Ils sont magnifiques, » dit-il sincèrement. Manon parut embarrassée par le compliment. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle pour changer de sujet. Sans attendre la réponse, elle ouvrit une petite glacière alimentée par une batterie de voitures recyclées. Elle en sortit un morceau de pain légèrement rassis et un bout de fromage qu'elle divisa soigneusement en 2 parts égales. « Je n'ai que ça, » dit-elle en lui tendant sa portion, « et de l'eau. » Antoine accepta la nourriture avec reconnaissance, réalisant qu'elle partageait probablement tout ce qu'elle possédait. Chaque bouchée était un effort, mais il se força à manger, sachant qu'il avait besoin de reprendre des forces. « Comment fais-tu pour vivre ici ? Je veux dire, pour l'électricité, l'eau... » Manon pointa du doigt un système ingénieux de récupération d'eau de pluie connecté au toit du wagon. « Pour l'eau, c'est ça. Sinon, il y a une fontaine Wallace pas loin. Pour l'électricité, j'ai trouvé des panneaux solaires cassés que j'ai réparés. Ça suffit pour charger mon téléphone et avoir un peu de lumière le soir. » Antoine était stupéfait par la débrouillardise de cet enfant. Combien d'adultes seraient capables de survivre ainsi, seuls? Et l'école, ne put-il s'empêcher de demander? Le regard de Manon s'assombrit. « J'y vais plus depuis que maman a disparu. Si j'y retourne, ils vont m'envoyer dans un foyer. » Elle frissonna à cette idée. « J'ai essayé une fois, c'était horrible. Les grands me volaient mes affaires, et les éducateurs s'en fichaient. » Antoine sentit son cœur se serrer. Cet enfant avait traversé des épreuves qu'aucun enfant ne devrait connaître, et pourtant, elle avait conservé une dignité, une force de caractère qui forçait le respect. « Ta mère, que lui est-il arrivé ?» Manon resta silencieuse si longtemps qu'Antoine crut qu'elle ne répondrait pas. Puis, d'une voix à peine audible, « Elle est partie chercher à manger un soir. Elle a dit qu'elle reviendrait avant la nuit. J'ai attendu, longtemps. » Ses yeux se perdirent dans le vague. « Parfois, je crois la voir dans la rue, mais c'est jamais elle. » Antoine ne savait que dire. Offrir des paroles de réconfort semblait dérisoire face à une telle perte. Il se contenta de poser doucement sa main sur l'épaule de Manon, qui ne se déroba pas. « Je suis désolé, » murmura-t-il simplement. Un silence apaisant s'installa entre eux, rompu seulement par le bruit lointain de la ville qui s'activait. Antoine sentait la fièvre revenir, plus intense. Ses paupières devenaient lourdes. Le monde autour de lui semblait tourner. « Vous devriez dormir, » dit Manon en remarquant sa pâleur. « Vous êtes tout blanc. » Elle l'aida à s'allonger sur le matelas, plaçant un coussin sous sa tête. Puis, elle sortit une trousse de premiers soins rudimentaires d'un tiroir et commença à nettoyer les plaies visibles sur ses bras et son visage avec une compétence surprenante. « Où as-tu appris à faire ça ?»
demanda-t-il, la voix déjà engourdie par la fatigue. Ma mère était aide-soignante avant. Elle n'acheva pas sa phrase. Je la regardais faire quand elle soignait les voisins qui n'avaient pas d'argent pour le médecin. Tandis qu'elle appliquait un désinfectant qui piquait sur ses écorchures, Antoine observait le visage concentré de cet enfant extraordinaire. Sous la crasse et la méfiance, il voyait maintenant la beauté et l'intelligence qui rayonnaient d'elle. « Il faudra appeler quelqu'un, dit-il faiblement. Mon associée, Juliette Lemaire, elle pourra nous aider. » Manon hocha la tête sans enthousiasme. L'idée d'impliquer d'autres adultes ne semblait pas l'enchanter. « Mon téléphone est cassé, » dit-elle en montrant un smartphone à l'écran fissuré. « Il capte presque plus, mais parfois, en haut de la colline, j'arrive à avoir du réseau. »« Demain, » murmura Antoine, ses yeux se fermant malgré lui, « nous essaierons demain. » Alors qu'il sombrait dans un sommeil fiévreux, sa dernière vision fut celle de Manon, assise près de l'entrée du wagon, son carnet de dessin sur les genoux, crayonnant son portrait à lui, l'homme brisé qu'elle avait sauvé des ténèbres. Durant la nuit, Antoine fut assailli de cauchemars. Il revivait sa captivité, sentait les coups pleuvoir sur son corps, entendait les menaces de Renaud et ses acolytes. Mais dans ses rêves tourmentés, apparaissait aussi le visage de Manon, comme une petite lumière persistante dans l'obscurité. Il se réveilla en sursaut, désorienté. Un rayon de soleil filtrait à travers une fenêtre du wagon, illuminant les dessins sur les murs. Manon était assise à sa petite table, occupée à trier ce qui semblait être des pièces électroniques récupérées. « Vous avez beaucoup parlé pendant votre sommeil, » dit-elle sans lever les yeux. « Vous avez dit des noms, Juliette et Sophie. » Le cœur d'Antoine se serra à l'évocation de ce dernier prénom. Sophie, sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans, depuis que son ex-femme avait déménagé à Lyon après leur divorce. « Rouleux. Sophie est ma fille, » expliqua-t-il doucement. « Elle a presque ton âge. » Manon leva enfin les yeux, une étincelle de curiosité traversant son regard habituellement méfiant. « Elle vit avec vous ? » ?»« Non. Avec sa mère, à Lyon, je ne la vois pas souvent. » La douleur dans sa voix n'était pas physique cette fois. « Pourquoi ?» La question était directe, sans détour, comme toujours avec Manon. Antoine soupira. Comment expliquer à une enfant les complexités d'un divorce, les rancœurs, les batailles juridiques? Son maman et moi, nous nous sommes séparés il y a quelques années. C'était compliqué. Je travaillais trop. Je n'étais pas assez présent. Il fit une pause, surpris de se confier ainsi à une inconnue qui plus est une enfant. « Et toi, tu n'as pas de papa ?»« Je sais pas qui c'est, » répondit Manon avec une indifférence qui sonnait faux. Maman disait que c'était un danseur, comme elle, qu'il est parti avant ma naissance. Antoine se redressa lentement, évaluant son état physique. La fièvre semblait avoir légèrement baissé, mais chaque mouvement éveillait des douleurs aiguës dans son corps. « Comment vous sentez ?» demanda Manon, observant ses efforts avec attention. « Mieux, » mentit-il. « Grâce à toi. » Un bruit extérieur les fit sursauter tous les deux. Des voix d'hommes, des pas qui s'approchaient. Manon se précipita vers la fenêtre, écartant légèrement le rideau de fortune. « Ce sont eux, » souffla-t-elle, le visage soudain blême. « Les hommes de l'usine. » Antoine sentit la peur lui nouer l'estomac. Comment avait-il pu les retrouver si vite? Avait-il été suivi la veille, malgré leur précaution? « Il faut partir, » dit-il en se levant avec difficulté. « Maintenant. » Manon hocha la tête, l'adrénaline remplaçant la peur dans ses yeux. Avec une efficacité née de l'habitude de fuir, elle attrapa son sac à dos, y fourra quelques objets essentiels, son carnet de dessin, une petite boîte métallique, quelques vêtements, la trousse de premiers soins. « Il y a une sortie par derrière, » chuchota-t-elle en montrant une trappe aménagée dans le plancher du wagon. « Elle mène à un tunnel de service. On peut rejoindre le parc de Belleville par là. » Antoine la suivit, impressionné par sa présence d'esprit. Alors qu'il se glissait silencieusement par la trappe, les voix se rapprochaient dangereusement. « Mercier. »« Est sûr qu'ils sont dans le coin, » disait l'une d'elles. « La gamine et Delacroix, fouillés partout. » La trappe refermée, ils se retrouvèrent dans un étroit tunnel humide, vestige du réseau souterrain qui sillonnait Paris. Manon alluma une petite lampe de poche projetant un faible halo devant eux. « Comment peuvent-ils savoir pour toi ?» murmura Antoine inquiet. Manon haussa les épaules.
Ils ont dû demander dans le quartier. Tout le monde me connaît comme la petite qui ramasse les déchets. » Ils progressèrent en silence dans le tunnel, Antoine se courbant pour ne pas heurter le plafond bas. Au-dessus d'eux, ils entendaient vaguement des bruits, des cris de colère. Les hommes avaient dû trouver le wagon et découvrir qu'il était vide. « Ils vont tout casser, » dit Manon, une tristesse résignée dans la voix, « comme ils font toujours. » Antoine ne répondit pas, mais une résolution ferme se formait dans son esprit. Si, non, quand il sortirait de ce cauchemar, il ferait tout pour que Manon ne perde plus jamais son foyer. Le tunnel semblait s'étirer indéfiniment, serpentant sous les fondations de Paris comme une artère oubliée. L'humidité s'infiltrait dans leurs vêtements, et l'air était chargé d'une odeur de terre mouillée et de temps figé. Manon avançait d'un pas assuré, sa petite lampe éclairant le chemin avec une lueur tremblotante qui dessinait des ombres fantomatiques sur les parois suintantes. « Tu connais bien ces tunnels », murmura Antoine, impressionné par l'assurance avec laquelle la fillette se déplaçait dans ce labyrinthe souterrain. « On joue ici, parfois, avec les autres enfants du quartier, » répondit-elle sans se retourner. « Les adultes ne viennent jamais. Ils ont peur des rats. » Comme pour confirmer ses paroles, un couinement aigu retentit non loin, faisant sursauter Antoine. Manon esquissa un sourire à peine perceptible dans la pénombre. « Ils ne vous feront rien. Ils ont plus peur que vous. » Antoine admirait ce mélange de fragilité et de force chez cet enfant. Élevée dans l'adversité, elle avait développé une résilience que bien des adultes lui envieraient. Il se demandait combien d'autres Manon vivaient ainsi dans Paris, invisibles, débrouillards, attendant qu'on leur tende la main. Après 20 minutes de progression laborieuse, Manon s'arrêta devant une échelle métallique rouillée qui s'élevait vers une plaque d'égout. « On est sous le parc de Belleville », annonça-t-elle. « D'ici, on peut monter jusqu'au sommet de la colline. C'est là que j'arrive parfois à capter du réseau. » Elle entreprit de grimper la première, poussant avec difficulté la lourde plaque. Antoine la suivit, chaque barreau de l'échelle réveillant les douleurs de son corps meurtri. Lorsqu'il émergea enfin à l'air libre, le contraste entre l'obscurité du tunnel et la lumière du jour l'éblouit momentanément. Il se trouvait dans un recoin isolé du parc, dissimulé par des buissons denses. Antoine prit une profonde inspiration, savourant l'air frais après l'atmosphère confinée du souterrain. Le parc de Belleville s'étendait devant eux, grimpant vers le sommet de la colline, d'où l'on pouvait admirer l'un des plus beaux panoramas de Paris. « Il faut monter tout en haut », expliqua Manon en refermant discrètement la plaque d'égout. « C'est le seul endroit où mon téléphone capte un peu. » Ils commencèrent l'ascension, empruntant des chemins secondaires pour éviter d'être remarqués. Antoine progressait lentement, s'appuyant parfois contre un arbre pour reprendre son souffle. La fièvre était revenue, enveloppant son esprit d'un voile brumeux qui rendait chaque pas plus difficile que le précédent. « Vous êtes tout blanc », observa Manon avec inquiétude. « On peut s'arrêter si vous voulez. »« Non », répondit-il fermement. « Il faut appeler Juliette. Elle seule peut nous aider maintenant. » Ils continuèrent leur progression, Antoine puisant dans ses dernières ressources. La pente devenait plus raide, le souffle plus court. Manon ralentissait son pas pour rester à sa hauteur, jetant des regards inquiets vers cet adulte qui semblait sur le point de s'effondrer. « Pourquoi ils vous ont fait ça ?» demanda-t-elle soudain. « Ces hommes méchants. » Antoine prit un moment pour rassembler ses pensées avant de répondre. Comment expliquer à une enfant les enjeux complexes qui se cachaient derrière sa séquestration? « Tu te souviens des terrains dont je t'ai parlé? Ceux pour les logements sociaux. » Manon hocha la tête. « Ces terrains sont très précieux. Si on y construit des appartements de luxe, certaines personnes peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais si on y construit des logements pour les gens du quartier, ces mêmes personnes ne gagneront rien. Et vous voulez aider les pauvres au lieu. »« À des riches, » conclut Manon avec une simplicité désarmante. « C'est à peu près ça, oui. » Antoine sourit malgré la douleur. « J'ai refusé de vendre ces terrains à Renaud Mercier et ses associés. Alors ils ont décidé de me forcer à signer les papiers de vente. »« En vous faisant mal, » murmura Manon, son visage s'assombrissant. « Oui, ils pensaient que je finirais par céder. » Une quinte de toux le plia en deux, lui arrachant une grimace de douleur. « Et vous n'avez pas cédé, » constata Manon avec une admiration nouvelle dans le regard. « Non. » Il se redressa péniblement. « Ces terrains ne m'appartiennent pas vraiment, tu sais. Ils appartiennent à l'avenir du quartier, aux enfants comme toi qui méritent un endroit décent pour vivre. »
Ces paroles touchèrent Manon plus qu'elle ne voulait l'admettre. Toute sa vie, elle avait appris à se méfier des adultes, de leurs belles paroles et de leurs promesses vides. Mais cet homme-là avait enduré la torture pour défendre ses principes. Peut-être existait-il encore des adultes dignes de confiance. Ils atteignirent enfin le belvédère, point culminant du parc offrant une vue spectaculaire sur Paris. La ville s'étendait à leurs pieds, majestueuse et indifférente à leurs tourments. Au loin, la tour Eiffel se détachait dans la brume matinale, sentinelle immuable veillant sur la capitale. « C'est beau », souffla Antoine, momentanément distrait de sa douleur par le panorama. « Oui », acquiesça Manon. « Je viens souvent dessiner. Ici, personne ne me dérange. » Elle sortit son téléphone cassé et l'alluma, scrutant anxieusement l'écran à la recherche d'une barre de réseau. Une, puis 2 barres apparurent. « Ça marche !» s'exclama-t-elle. « Vite, le numéro de votre... »« Ami !» Antoine lui dicta le numéro de Juliette Lemaire, son associé et ami de longue date. La seule personne en qui il avait une confiance absolue. Manon composa le numéro avec des doigts légèrement tremblants. La sonnerie retentit, interminable. « Allô ?» La voix qui répondit était celle d'une femme tendue et méfiante. « Bonjour madame » commença Manon soudain intimidée. « Je m'appelle Manon et je suis avec monsieur Delacroix. »« Antoine, mon Dieu, où est-il? Nous le cherchons partout depuis 3 jours. » L'émotion dans la voix de Juliette était palpable. Manon tendit le téléphone à Antoine qui le saisit d'une main tremblante. « Juliette, c'est moi, » dit-il d'une voix faible. « Antoine, que s'est-il passé? La police te cherche, nous étions morts d'inquiétude. »« Mercier, » répondit-il simplement. « Lui et ses hommes m'ont séquestré pour me faire signer les actes de vente des terrains de Belleville. » Un silence horrifié accueillit cette révélation. « Mon Dieu, tu es blessé? Où es-tu? » »« Au parc de Belleville, près du belvédère. »« Et oui, j'ai besoin d'un médecin. Mais surtout, Juliette, sois prudente. Ne préviens que des personnes de confiance. Mercier a des contacts partout, même dans la police. Ne t'inquiète pas. Je viens te chercher avec le docteur Moreau, ne bouge pas. » La communication se coupa, laissant place à un silence pesant. Antoine rendit le téléphone à Manon avec un faible sourire. « Merci. Grâce à toi, on va s'en sortir. » Mais le visage de la fillette s'était fermé. « Elle va venir avec la police ?» demanda-t-elle, la méfiance reprenant le dessus. « Non, juste avec un médecin, un ami à moi. » Il posa doucement sa main sur l'épaule de Manon. « Je comprends que tu aies peur des autorités, mais tu ne risques rien, je te le promets. »« C'est ce que les adultes disent toujours, » murmura-t-elle, la voix lourde d'expérience passée. « Et après, ils m'envoient dans des foyers horribles. » Antoine se laissa glisser contre un banc, la fatigue le submergeant soudain comme une vague. Il fit signe à Manon de s'asseoir près de lui. « Écoute-moi, Manon, je ne laisserai personne te faire du mal ou t'envoyer quelque part contre ta volonté. Tu m'as sauvé la vie. Je te dois tout. »« Vous ne pouvez pas promettre ça, » répliqua-t-elle sceptique. « Vous êtes juste un monsieur qui dessine des maisons. » Antoine sourit malgré lui. « C'est vrai. Mais je suis aussi un monsieur qui tient ses promesses. Et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. » Quelque chose dans son ton, dans l'intensité de son regard fiévreux, ébranla les certitudes de Manon. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit naître en elle une émotion qu'elle croyait avoir oubliée, l'espoir. Ils restèrent assis en silence, contemplant Paris qui s'éveillait sous leurs yeux. 2 silhouettes improbables, unies par le destin et une confiance fragile qui grandissait lentement, comme une fleur obstinée perçant le béton. Au bout d'une demi-heure qui sembla durer une éternité, une berline noire aux vitres teintées s'arrêta discrètement à l'entrée du parc. Une femme élégante d'une 40aine d'années en descendit, accompagnée d'un homme plus âgé portant une mallette médicale. Juliette Lemaire et le docteur Moreau. Manon se tendit immédiatement, son instinct de fuite prenant le dessus. Antoine serra doucement sa main. « Tout ira bien, ce sont mes amis. » Juliette les repéra et se précipita vers eux, son visage reflétant à la fois soulagement et inquiétude. « Antoine, mon Dieu, dans quel état tu es ?» Elle s'agenouilla devant lui, évaluant d'un œil expert les blessures visibles. Puis son regard se posa sur Manon, qui se tenait légèrement en retrait, prête à s'enfuir au moindre signe de danger. « Et tu dois être Manon, » dit Juliette avec un sourire chaleureux. «
Merci d'avoir pris soin de ce grand idéaliste. Sans toi, je n'ose imaginer ce qui serait arrivé. » Manon resta silencieuse, méfiante. Le docteur Moreau s'approcha à son tour, ouvrant sa mallette pour examiner Antoine. Fracture probable des côtes, déshydratation, fièvre. Il faut l'emmener. À l'hôpital, diagnostiqua-t-il. Rapidement. Pas l'hôpital, protesta faiblement Antoine, trop exposé. Mercier a des yeux partout. Juliette et le médecin échangèrent un regard inquiet. Ma maison de campagne, alors, proposa Juliette. À Barbizon, dans la forêt de Fontainebleau. Personne ne te cherchera là-bas. Antoine acquiesça, puis son regard chercha celui de Manon. Elle vient avec nous. La fillette, qui s'était progressivement reculée pendant l'échange, secoua vigoureusement la tête. Non, je reste ici. Manon, s'il te plaît, insista Antoine. Ce n'est pas sûr pour toi. Mercier et ses hommes te cherchent aussi maintenant. Je sais me cacher, répondit-elle obstinément. J'ai l'habitude. Juliette, comprenant la situation, s'approcha doucement de l'enfant. Manon, je comprends que tu aies peur, mais Antoine a raison. Ces hommes sont dangereux et ils savent que tu l'as aidé. Viens avec nous, juste pour quelques jours. Le temps. Que tout se calme. Et après, vous allez appeler l'aide sociale à l'enfance, demanda Manon, une amertume adulte dans sa voix enfantine. Non, intervint Antoine, puisant dans ses dernières forces pour se lever. Après, c'est toi qui décideras. Je te le promets. Un conflit visible se jouait sur le visage de Manon. La peur, la méfiance, mais aussi, plus profondément, le désir de croire, de faire confiance, juste une fois. « Mon wagon », murmura-t-elle finalement. « Mes affaires. »« Nous y retournerons quand ce sera sûr, » promit Antoine. « Et si ces brutes ont abîmé quoi que ce soit, je te le remplacerai. Chaque livre, chaque dessin. » Manon hésita encore, son regard allant d'Antoine à Juliette, puis au docteur Moreau qui attendait patiemment. Ces adultes étaient différents de ceux qu'elle avait l'habitude de côtoyer. Ils la regardaient vraiment, l'écoutaient vraiment. « D'accord, » céda-t-elle enfin. « Mais je garde mon sac avec moi. » Le soulagement se lut sur le visage d'Antoine. « Bien sûr, allons-y maintenant. » Avec l'aide du docteur Moreau, il se dirigea lentement vers la voiture, chaque pas réveillant la douleur de ses côtes fracturées. Manon suivait à distance, son petit sac serré contre sa poitrine comme un bouclier. Dans la voiture, Antoine s'installa péniblement sur la banquette arrière. Manon hésita un instant, puis grimpa à côté de lui, maintenant une distance prudente. Le docteur Moreau prit place à l'avant, tandis que Juliette s'installait au volant. « Nous ferons un détour pour être sûrs de ne pas être suivis, » expliqua Juliette en démarrant. « Repose-toi, Antoine. Et toi aussi, Manon. Vous êtes en sécurité maintenant. » Alors que la voiture s'éloignait du parc, Antoine sentit le sommeil l'envahir, la tension des derniers jours relâchant enfin son emprise sur son corps épuisé. Juste avant de sombrer dans l'inconscience, il sentit une petite main se glisser timidement dans la sienne. Manon, les yeux fixés sur le paysage urbain qui défilait, avait franchi ce premier pas fragile vers la confiance. Le trajet jusqu'à Barbizon prit près de 2 heures, Juliette empruntant des routes secondaires pour brouiller d'éventuelles pistes. Antoine dormit pendant tout le voyage, son corps cédant enfin à l'épuisement. Manon, quant à elle, resta éveillée, observant avec fascination les paysages qui changèrent progressivement, la densité urbaine cédant la place aux champs, puis aux forêts majestueuses de Fontainebleau. La maison de Juliette était une ancienne demeure de peintre, nichée à l'orée de la forêt. Ses murs de pierre blonde et son toit de tuiles rouges lui donnaient un air accueillant, loin du tumulte parisien. Un jardin sauvage l'entourait, peuplé d'arbres centenaires et de massifs de fleurs qui semblaient pousser en toute liberté. « Nous y sommes », annonça doucement Juliette, alors que la voiture s'engageait dans l'allée gravillonnée. Manon contempla cette maison qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées, si différente des habitations grises et délabrées qu'elle connaissait. Pour la première fois depuis des années, une sensation de paix l'envahit, fragile mais persistante, comme le premier rayon de soleil après un long hiver. Le docteur Moreau aida Antoine à sortir du véhicule et à entrer dans la maison, le soutenant jusqu'à une chambre au rez-de-chaussée. Manon suivait, silencieuse mais attentive, son sac toujours serré contre elle. « Tu dois avoir faim », lui dit gentiment Juliette. « Viens, je vais te montrer la cuisine pendant que le docteur s'occupe d'Antoine. » Manon jeta un dernier regard vers Antoine avant de suivre Juliette. Pour la première fois de sa jeune vie,
elle entrait dans un foyer véritable, où la chaleur ne venait pas seulement d'un radiateur de fortune, mais de quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Tandis qu'elle mordait dans un sandwich préparé par Juliette, Manon se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, cette fois-ci serait différente. Peut-être que cet architecte aux yeux bleus et au courage tranquille tiendrait sa promesse. Mais l'expérience lui avait appris que l'espoir était dangereux. Il vous élevait haut, très haut, uniquement pour vous laisser tomber plus durement ensuite. Alors, tout en savourant la nourriture et la sécurité momentanée, elle gardait une partie d'elle-même en alerte, prête à fuir si le rêve venait à se briser. Car pour une enfant qui avait passé sa vie à survivre, faire confiance était le plus grand des risques. La lumière filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle, dessinant des motifs compliqués sur le plancher en chêne. Manon ouvrit les yeux, désorientée par le confort inhabituel du lit dans lequel elle s'était endormie. Pendant quelques secondes, elle crut rêver. Jamais elle n'avait dormi sur un matelas si moelleux, sous des draps qui sentaient la lavande et le soleil. La chambre qui l'entourait semblait sortie d'un autre siècle, avec ses meubles en bois patinés par le temps et ses murs ornés de tableaux représentant la forêt environnante. Par la fenêtre entr'ouverte, elle pouvait entendre le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles, si différents des bruits de la ville auxquels elle était habituée. Lentement, les souvenirs de la veille lui revinrent. L'évasion dans les tunnels, l'appel depuis le parc de Belleville, le long trajet jusqu'à cette maison nichée au cœur de la forêt de Fontainebleau. Et Antoine, cet homme étrange qui avait refusé de céder malgré la torture, qui lui avait promis de la protéger. Manon se leva précautionneusement, comme si trop de brusquerie risquait de faire disparaître ce havre de paix. Ses vêtements avaient été lavés et pliés soigneusement sur une chaise près du lit. À côté, quelqu'un avait déposé des habits neufs, un jean, un t-shirt bleu et un gilet en laine douce. Elle hésita, puis décida de garder ses propres vêtements, malgré leur usure. Ils représentaient une part de son identité, un lien avec sa vie d'avant. Pieds nus, elle s'aventura dans le couloir au parquet qui craquait doucement sous ses pas. Des voix étouffées lui parvenaient du rez-de-chaussée. Elle descendit l'escalier, s'arrêtant à mi-chemin pour observer sans être vue. Dans un salon aux murs couverts de livres et de tableaux, Antoine était allongé sur un canapé, le torse bandé. Le docteur Moreau rangeait son matériel médical, tandis que Juliette parlait au téléphone à voix basse, le visage tendu par l'inquiétude. « Oui, il est en sécurité maintenant, » disait-elle, « mais ces accusations sont ridicules. Comment ? Peut-on prétendre qu'Antoine aurait disparu volontairement pour échapper à ses créanciers ? C'est Mercier qui est derrière tout ça, j'en suis certaine. » Elle raccrocha avec un soupir d'exaspération. C'était Maître Lefebvre. Mercier a déposé une plainte contre toi, Antoine. Il prétend que tu as simulé ton enlèvement pour éviter de rembourser un prêt qu'il t'aurait accordé. Classique, murmura Antoine avec un sourire sans joie. Il cherche à retourner la situation. Qui croirait la parole d'un débiteur en fuite contre celle d'un respectable homme d'affaires? Nous avons des preuves, intervint le docteur Moreau. Tes blessures ne sont pas simulées, et il y a l'enfant qui peut témoigner. Un silence pesant suivit ces paroles. Manon sentit son cœur se serrer. Bien sûr, il voulait l'utiliser comme témoin. C'était pour cela qu'il l'avait amené ici, pas par bonté d'âme. Elle s'apprêtait à remonter discrètement l'escalier quand la voix d'Antoine s'éleva, ferme malgré sa faiblesse. Manon ne témoignera pas. Je refuse de l'exposer davantage. Elle a déjà pris trop de risques pour moi. Surprise, Manon s'immobilisa. Mais Antoine, protesta Juliette, sans son témoignage, il sera difficile de prouver ce qui s'est réellement passé. Alors nous trouverons un autre moyen, répondit-il avec une détermination tranquille. Je ne mettrai pas cet enfant en danger. Elle a déjà vécu suffisamment d'épreuves. Manon sentit une chaleur étrange l'envahir. Pour la première fois depuis le départ de sa mère, un adulte la protégeait au lieu de l'utiliser. Cette sensation était si nouvelle, si déstabilisante, qu'elle ne savait comment y réagir. Je peux témoigner si ça peut vous aider. Laissez que 3 adultes se tournèrent vers l'escalier où Manon se tenait, petite silhouette déterminée malgré sa fragilité apparente. « Manon !» sourit Antoine, son visage s'éclairant malgré la douleur. « Tu as bien dormi ?» Elle haussa les épaules, mal à l'aise face à cette sollicitude. « Ça va. »« Tu as faim ?» demanda gentiment Juliette.
J'ai préparé des crêpes. L'estomac de Manon gargouilla à cette évocation, la faisant rougir. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas mangé à sa faim. « Viens », l'encouragea Juliette en lui tendant la main. « Nous parlerons de tout ça plus tard. » Manon ignora la main tendue, mais suivit Juliette jusqu'à la cuisine, une pièce lumineuse, au mur jaune pâle, où une pile de crêpes dorées attendait sur la table. L'odeur était si délicieuse que la fillette dut se retenir de se jeter dessus. « Sers-toi », l'invita Juliette. « Il y a du sucre, de la confiture, du chocolat. » Manon hésita, puis se servit timidement une crêpe qu'elle saupoudra de sucre, comme sa mère le faisait autrefois, lors des rares moments de bonheur de leur vie ensemble. « Tu disais que tu voulais témoigner », reprit doucement Juliette, tout en lui versant un verre de jus d'orange. « C'est très courageux de ta part, mais Antoine a raison. Ce serait te mettre en danger. »« J'ai l'habitude du danger, » répliqua Manon entre deux bouchées. « Et puis, c'est pas juste ce qu'ils font. Ils veulent construire des trucs pour les riches, à la place des maisons pour les gens comme moi. » Juliette l'observa avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Tu comprends beaucoup de choses pour ton âge. Quand on vit dans la rue, on apprend vite, » répondit simplement Manon. Un silence s'installa, uniquement rompu par le bruit de la fourchette sur l'assiette. Juliette semblait peser ses mots avant de poursuivre. « Manon, je sais que tu n'as aucune raison de nous faire confiance, mais nous voulons vraiment t'aider. Pas seulement parce que tu as sauvé Antoine, mais parce que personne ne devrait vivre comme tu as dû le faire. » La fillette leva les yeux, méfiante. « Et comment vous voulez m'aider ? En m'envoyant dans un foyer ? Non, » intervint Antoine qui venait d'entrer dans la cuisine, s'appuyant sur une canne improvisée, en te donnant le choix. Il s'assit péniblement à table, grimaçant sous l'effort. « Le docteur Moreau vient de partir, mais il reviendra demain, » expliqua-t-il à Juliette avant de se tourner vers Manon. « Ce que je voulais dire, c'est que tu as le droit de décider de ton avenir. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit contre ta volonté. » Manon le dévisagea, cherchant le piège derrière ces paroles trop belles pour être vraies. Les adultes disent toujours ça, mais au final, c'est eux qui décident. Antoine acquiesça lentement. « Tu as raison, le système est ainsi fait. Mais il existe des alternatives. »« Comme quoi ?» demanda Manon sceptique mais curieuse. « Nous pourrions trouver une famille d'accueil qui correspondrait à tes besoins. Quelqu'un que tu choisirais toi-même, après avoir rencontré plusieurs possibilités. » Il hésita un instant. « Ou tu pourrais rester avec moi, si tu le souhaites. » Juliette lui lança un regard surpris qu'il ignora, concentré sur le visage de Manon qui s'était figée de stupeur. « Avec vous ? Comme une famille, si c'est ce que tu veux, » confirma-t-il doucement. « Mais tu n'as pas à décider maintenant. Prends le temps d'y réfléchir. » Manon baissa les yeux vers son assiette, incapable de formuler une réponse. L'idée même d'une famille, d'un foyer stable, lui semblait appartenir à un univers parallèle, inaccessible. Et pourtant cet homme qu'elle connaissait à peine lui offrait cette possibilité, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Pourquoi vous feriez ça ?» Antoine échangea un regard avec Juliette avant de répondre avec une sincérité désarmante. « Parce que tu m'as sauvé la vie, parce que tu es courageuse et intelligente, et parce que parfois le destin nous offre une chance de réparer nos erreurs passées. » Manon ne comprit pas cette dernière phrase, mais quelque chose dans le ton d'Antoine lui disait qu'il pensait à sa propre fille, celle dont il était séparé. « Je ne suis pas Sophie », dit-elle abruptement, perçant à jour ses pensées. Antoine tressaillit, surpris par sa perspicacité. « Non, tu n'es pas Sophie, admit-il. Tu es Manon, unique et irremplaçable, et mon offre n'a rien à voir avec ma fille. » Un silence s'installa, lourd de non-dits et d'émotions contenues. Ce fut Juliette qui le rompit avec son pragmatisme habituel. « Pour l'instant, concentrons-nous sur le problème immédiat, Mercier et ses accusations. Antoine, tu devrais porter plainte pour séquestration et coups et blessures. Sans preuve tangible, ce sera ma parole contre la sienne, » soupira Antoine. « Et il a des amis haut placés. Les marques sur ton corps sont des preuves, » insista Juliette. « Et puis il y a ceci. » Elle sortit un petit appareil de sa poche, le téléphone cassé de Manon. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit-elle à la fillette. « Mais j'ai demandé à un ami informaticien d'examiner ton téléphone.
Il a pu récupérer les photos que tu as prises dans l'usine. Manon écarquilla les yeux. J'ai pas pris de photos. Si, inconsciemment peut-être. Quand tu as sorti ton téléphone pour vérifier le signal dans le sous-sol, tu as appuyé sur le bouton de l'appareil photo. Il y a 3 clichés flous, mais on distingue clairement Antoine attaché et Renaud Mercier à côté de lui. Antoine se redressa, une lueur d'espoir dans le regard. Ces photos pourraient tout changer. Exactement, approuva Juliette. Mercier ne s'attendait pas à ça. Il pensait que ce serait ta parole contre la sienne, mais avec ses preuves... Mais ça veut dire que Manon devra témoigner, objecta Antoine, son visage s'assombrissant à nouveau. Pas nécessairement, intervint Manon, surprenant les 2 adultes. Vous pouvez dire que c'est vous qui avez pris les photos, avec, comment on dit, la fonction retardateur. Juliette et Antoine échangèrent un regard impressionné. C'est une idée brillante, admit Juliette. Ça pourrait fonctionner. Mais ça ne règle pas le problème de comment tu t'es échappé, souligna Antoine. Manon haussa les épaules. Vous pouvez dire que vous aviez un couteau caché dans votre chaussure, que vous avez réussi à couper les chaînes quand ils sont partis. Antoine sourit, amusé par l'imagination pragmatique de l'enfant. Tu ferais une excellente scénariste. Manon. Pour la première fois depuis leur rencontre, un sourire timide éclaira le visage de la fillette, transformant ses traits et révélant la beauté enfantine que la vie dure avait tenté d'effacer. « Alors, c'est notre plan ?» demanda Juliette. Les photos comme preuve et une histoire d'évasion en solo. Antoine acquiesça lentement. Ça semble plausible et ça protège Manon. « Mais ça n'explique pas comment vous êtes arrivé jusqu'ici, » objecta Manon, son esprit pratique détectant immédiatement la faille. « J'ai appelé Juliette depuis une cabine téléphonique, » improvisa Antoine. « Elles existent encore, certaines fonctionnent toujours. » Manon hocha la tête, satisfaite de cette explication. Juliette, quant à elle, se leva avec une énergie renouvelée. « Je vais appeler Maître Lefebvre immédiatement. Avec ces photos, nous pouvons non seulement contrer les accusations de Mercier, mais aussi porter plainte contre lui. » Alors qu'elle quittait la pièce pour passer son appel, Antoine se tourna vers Manon, qui terminait sa 3e crêpe. « Merci, dit-il simplement. Pas seulement pour m'avoir sauvé, mais pour continuer à nous aider avec ton intelligence. » Manon rougit légèrement, peu habituée aux compliments. « C'est normal. »« Non, ce n'est pas normal, » insista doucement Antoine. « C'est extraordinaire. Tu es extraordinaire, Manon. » Un silence confortable s'installa entre eux, comme si les mots avaient cessé d'être nécessaires. Par la fenêtre de la cuisine, Manon observait le jardin sauvage qui entourait la maison, les arbres majestueux dont les branches dansaient dans la brise légère. « C'est beau ici, » murmura-t-elle. « On dirait un tableau. »« C'est normal, » sourit Antoine. Cette maison appartenait à un peintre de l'école de Barbizon au XIXe siècle. Il venait peindre la forêt de Fontainebleau, capturer sa lumière unique. Les yeux de Manon s'illuminèrent d'intérêt. Un vrai peintre vivait ici. Oui, Jean-Baptiste Corot. Certains de ses tableaux sont même au Louvre. Tu aimes l'art? J'aime dessiner, admit-elle avec une timidité soudaine, mais je ne sais pas si c'est de l'art. L'art, c'est exprimer ce que l'on ressent à travers une création, expliqua Antoine. Si tu dessines avec ton cœur, alors oui, c'est de l'art. Manon sembla méditer ces paroles, son regard perdu dans le paysage extérieur. Puis, comme prenant une décision soudaine, elle se leva et monta rapidement l'escalier. Elle revint quelques instants plus tard avec son sac à dos usé, d'où elle sortit précautionneusement un carnet à dessin aux pages cornées. « Je peux vous montrer ?» demanda-t-elle, une vulnérabilité nouvelle dans sa voix. « J'en serais honoré, » répondit Antoine avec une sincérité qui la toucha. Elle lui tendit le carnet, ses petites mains tremblant légèrement. Antoine le prit avec un respect presque cérémonieux et commença à en tourner les pages. Ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Des paysages urbains de Belleville, des portraits de passants, des scènes de rue croquées avec une précision et une sensibilité stupéfiantes pour une enfant de cet âge. Chaque dessin captait l'essence, même de son sujet révélant le regard unique que Manon portait sur le monde. « Manon, c'est extraordinaire, » souffla-t-il, sincèrement ému. « Tu as un don. » La fillette rougit intensément, partagée entre la fierté et l'embarras. « Vraiment ? Vraiment ?
Ces dessins sont remarquables. Tu captures l'âme des lieux, des gens. » Il tourna une page et s'arrêta sur un portrait saisissant. Une femme au visage doux, aux yeux tristes mais aimants. « Qui est-ce ?»« Ma maman, » murmura Manon, sa voix soudain fragile. « Je l'ai dessinée de mémoire, pour ne pas l'oublier. » Antoine sentit son cœur se serrer devant tant de vulnérabilité. Il referma délicatement le carnet et le rendit à Manon. « Tu sais, il y a une école d'art pour enfants à Paris. Des cours gratuits pour ceux qui ont du talent. Si tu veux, quand tout sera réglé, nous pourrions voir avec eux. » Le visage de Manon s'illumina d'un espoir si pur, si intense, qu'Antoine se jura silencieusement de tout faire pour concrétiser cette promesse, quoi qu'il lui en coûte. Juliette revint dans la cuisine, le visage animé d'une excitation contenue. « Bonne nouvelle, Maître Lefebvre a vu les photos. Il dit qu'elles constituent des preuves accablantes contre Mercier. Il va déposer une plainte dès aujourd'hui. »« Et pour moi ?» demanda Antoine. « Les accusations de Mercier ? Il pense qu'elles seront rapidement classées sans suite une fois que la vérité sur ton enlèvement sera établie. » Elle se tourna vers Manon avec un sourire. « Grâce à ton téléphone, nous avons une chance de gagner. » La fillette hocha la tête, un mélange de fierté et d'appréhension dans le regard. Car malgré les assurances des adultes, une part d'elle-même, celle qui avait appris à survivre dans les rues, savait que les hommes comme Mercier ne renonçaient jamais facilement, et que la bataille ne faisait que commencer. Antoine semblait partager cette inquiétude, car son visage s'était assombri malgré la bonne nouvelle. « Mercier ne se laissera pas faire, » murmura-t-il. « Il a trop à perdre. C'est pour ça que nous restons ici, en sécurité, jusqu'à ce que la justice fasse son travail, » affirma Juliette avec une détermination qui se voulait rassurante. Mais Manon, qui avait appris à lire les mensonges sur les visages adultes, percevait le doute derrière ses paroles. Et quand, plus tard ce jour-là, elle surprit une conversation téléphonique entre Juliette et Maître Lefebvre, évoquant des menaces et des précautions supplémentaires, sa méfiance instinctive se réveilla. Cette nuit-là, alors que la maison des peintres s'endormait sous le chant des hiboux, Manon resta éveillée, son petit couteau suisse serré dans sa main. Car même au milieu de ce conte de fées inattendu, l'enfant des rues en elle restait vigilante, prête à protéger ce fragile bonheur qu'elle commençait à peine à goûter. 3 jours s'écoulèrent dans la quiétude de la maison de Barbizon. 3 jours pendant lesquels Manon découvrit des plaisirs simples qu'elle avait presque oubliés. Manger à sa faim, dormir sans crainte, se promener dans la forêt aux côtés de Juliette qui lui apprenait le nom des arbres et des oiseaux. 3 jours pendant lesquels Antoine se remettait lentement de ses blessures, retrouvant peu à peu sa force et sa mobilité. Ce matin-là, une lumière dorée baignait le jardin. Assise sur un banc de pierre moussue, Manon dessinait avec application la façade de la maison, s'efforçant de capturer les jeux d'ombre et de lumière sur les pierres anciennes. À ses côtés, Antoine observait son travail avec une admiration sincère. « Tu as vraiment un don », dit-il en contemplant le dessin qui prenait forme sous les doigts agiles de la fillette. « Ta façon de saisir l'essence des lieux est remarquable. » Manon haussa les épaules, embarrassée par le compliment mais secrètement ravie. « J'aime bien les maisons, elles racontent des histoires. » « C'est exactement ce que je pense, » sourit Antoine. « C'est pour ça que je suis devenu architecte, pour raconter des histoires avec des bâtiments. » Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement troublé par le bruissement des feuilles et le grattement du crayon sur le papier. Depuis leur arrivée à Barbizon, une confiance fragile s'était établie entre l'architecte et la petite chiffonnière. Manon avait cessé de sursauter chaque fois qu'il s'approchait d'elle, et Antoine avait appris à respecter son besoin d'espace et d'indépendance. « Vous avez des nouvelles ?» demanda soudain Manon sans lever les yeux de son dessin. « De la police et tout ça ?» Antoine soupira doucement. Il aurait préféré épargner ses préoccupations à l'enfant, mais Manon avait une maturité qui rendait les mensonges, pour la protéger, non seulement inutiles, mais potentiellement nuisibles à la confiance qu'elle commençait à lui accorder. « Oui, quelques-unes. Maître Lefebvre a déposé la plainte contre Mercier. La police a ouvert une enquête, mais... » Il hésita, cherchant les mots justes. « Mais... il est trop riche et trop puissant, » compléta Manon avec un cynisme qui serrait le cœur. « Disons qu'il a des relations.
nuança Antoine. L'enquête pourrait prendre du temps, mais nous avons les photos et c'est une preuve solide. Manon acquiesça silencieusement, ajoutant quelques traits à son dessin. Et pour les terrains, ceux pour les logements sociaux? Antoine fut touché par cette question qui révélait la préoccupation de Manon pour des enjeux dépassant sa propre situation. Le projet est en suspens pour l'instant, mais je ne renoncerai pas, je te le promets. La fillette leva enfin les yeux vers lui, son regard d'une intensité troublante. Vous promettez beaucoup de choses. Et je tiens toujours mes promesses, répondit-il avec une conviction tranquille. Un sourire fugace traversa le visage de Manon avant qu'elle ne retourne à son dessin. Antoine l'observa un moment, fasciné par ce mélange de fragilité et de force qui la caractérisait. En quelques jours à peine, cette enfant s'était frayé un chemin jusqu'à son cœur, réveillant des sentiments protecteurs qu'il croyait avoir perdus. « Monsieur Antoine », la voix de Manon le tira de ses réflexions. « Oui, vous aviez dit que je pourrais peut-être rester avec vous. » Elle prononça ces mots avec une nonchalance étudiée, comme si la réponse lui importait peu, mais ses doigts crispés sur le crayon trahissaient son anxiété. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il avait lancé cette proposition dans un élan spontané, sans vraiment réfléchir aux implications. Depuis, l'idée avait fait son chemin en lui, prenant racine dans ce désir de rédemption qui l'habitait depuis son divorce et son éloignement de Sophie. « Oui, je l'ai dit. Et je le pense toujours. » Il choisit soigneusement ses mots. « Mais ce serait une décision importante pour toi comme pour moi. Il faudrait faire les choses légalement, avec l'aide des services sociaux. » Le visage de Manon se ferma instantanément à l'évocation des services sociaux. « Alors c'était des paroles en l'air, » murmura-t-elle, la déception évidente dans sa voix. « Non, » répondit fermement Antoine. « Ce n'étaient pas des paroles en l'air, mais je dois être honnête avec toi. Manon, il y a des règles, des procédures. Je ne peux pas simplement décider de t'adopter du jour au lendemain. »« Je comprends, » dit-elle avec une résignation qui fendait le cœur. « De toute façon, je suis habituée à me débrouiller seule. » Antoine posa doucement sa main sur l'épaule de la fillette, un geste qu'il n'aurait pas osé quelques jours plus tôt. « Manon, regarde-moi. » Elle leva vers lui des yeux méfiants, prêts à affronter une nouvelle déception. « Je te promets, et c'est la promesse la plus importante que je ferai jamais, que je ne t'abandonnerai pas. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Nous trouverons une solution, ensemble. » Quelque chose vacilla dans le regard de Manon. Une lueur d'espoir, fragile mais tenace, comme une petite flamme dans l'obscurité. « D'accord, » dit-elle simplement, avant de retourner à son dessin. Ce moment d'intimité fut interrompu par l'arrivée de Juliette, dont les talons résonnaient sur le gravier de l'allée. Son visage habituellement composé trahissait une agitation inhabituelle. « Antoine, je dois te parler, » dit-elle en jetant un regard significatif vers Manon. « Tu peux parler devant elle, » répondit Antoine. « Nous n'avons pas de secret. » Juliette hésita puis hocha la tête avec résignation. « Très bien, Maître Lefebvre vient d'appeler. La police souhaite t'interroger demain à Paris. Ils ont des questions sur tes accusations contre Mercier. »« C'est normal dans le cadre d'une enquête, » remarqua Antoine, bien que son expression se soit assombrie. Ce qui est moins normal, c'est que l'officier en charge soit Philippe Duval. Antoine se raidit visiblement à ce nom. « Duval? Le même qui… » « Oui, celui qui a classé sans suite l'enquête sur les méthodes d'acquisition immobilière de Mercier l'année dernière. » Juliette baissa la voix. « Et Lefebvre a appris que Duval et Mercier se connaissent depuis l'école. »« Bien sûr, » soupira Antoine avec amertume, les vieux réseaux. Manon suivait cet échange avec une attention silencieuse, son crayon immobile au-dessus du papier. Elle ne comprenait pas tous les détails, mais saisissait parfaitement l'essentiel. Les hommes qui avaient fait du mal à Antoine avaient des camis puissants, même dans la police. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Juliette en baissant encore la voix. « Mercier prétend maintenant que tu aurais un problème de dépendance, que tu aurais inventé cette histoire d'enlèvement pour justifier ta disparition pendant une période de consommation. » Le visage d'Antoine se décomposa. « C'est absurde, je n'ai jamais… »« Je sais, » l'interrompit doucement Juliette. « Mais… il a trouvé des témoins, probablement achetés, qui affirment t'avoir vu dans des états compromettants. »« Et les photos ?» intervint Manon, incapable de rester silencieuse plus longtemps. « Elles prouvaient qu'il ment. » Juliette lui adressa un sourire triste.
Les photos montrent qu'Antoine était attaché, oui, mais Mercier prétend maintenant qu'il serait venu à son aide après l'avoir trouvé dans cet état, et qu'Antoine, en plein délire, se serait enfui. C'est n'importe quoi, s'exclama Manon avec indignation. Pourquoi les adultes croient toujours les menteurs riches plutôt que les gens honnêtes? Un silence pesant accueillit cette question, à laquelle ni Antoine ni Juliette ne pouvaient apporter de réponse satisfaisante. « Que suggère Lefebvre » demanda finalement Antoine. « D'aller à cet interrogatoire, mais accompagné de lui, de présenter les photos et de maintenir fermement ta version des faits. » Juliette hésita avant d'ajouter « et de ne pas mentionner Manon pour l'instant. » Antoine acquiesça lentement. « Je suis d'accord. Moins Mercier en sait sur Manon, mieux c'est. »« Et moi, je fais quoi pendant ce temps ?» demanda la fillette, une pointe d'anxiété dans la voix. « Tu restes ici avec moi, » répondit Juliette. « La maison est isolée et sécurisée. Personne ne sait que nous sommes là. » Manon hocha la tête, mais son expression trahissait son inquiétude. Tant qu'elle était restée avec Antoine, elle s'était sentie étrangement en sécurité, malgré les dangers qui les menaçaient. L'idée de le voir partir l'angoissait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Je ne serai absent que quelques heures, » la rassura Antoine, percevant son trouble. « Et Juliette prendra bien soin de toi. »« Je n'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi, » répliqua Manon avec une fierté blessée. « Je sais me débrouiller toute seule. »« Je sais, » sourit Antoine. « Mais parfois, même les personnes les plus fortes et les plus indépendantes ont droit à un peu d'aide. » Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère étrange, comme suspendue entre deux mondes. Antoine et Juliette s'affairaient aux préparatifs pour le lendemain, échangeant des appels téléphoniques à voix basse et consultant des documents. Manon, quant à elle, s'était réfugiée dans le jardin, où elle alternait entre dessiner frénétiquement et observer les alentours avec la vigilance d'un animal sauvage. Le soir venu, alors que le soleil disparaissait derrière les grands chênes de la forêt, Antoine rejoignit Manon qui était assise sur les marches du perron, son carnet serré contre sa poitrine. « Tu ne viens pas dîner » demanda-t-il doucement. « Pas faim » répondit-elle laconiquement. Antoine s'assit à côté d'elle, respectant l'espace qu'elle maintenait toujours entre eux. « Tu t'inquiètes pour demain » Manon haussa les épaules, feignant l'indifférence. « C'est juste que... »« Que quoi » l'encouragea Antoine. « La dernière fois que quelqu'un m'a dit qu'il reviendrait vite, je ne l'ai jamais revu. » Sa voix était à peine audible, comme si prononcer ces mots risquait de réveiller une douleur trop vive. Antoine sentit son cœur se serrer, bien sûr. Sa mère. La blessure fondamentale qui avait façonné la méfiance de Manon envers le monde entier. « Manon, » dit-il avec une douceur infinie, « je ne suis pas ta mère. Je ne peux pas parler pour elle, ni expliquer ce qui lui est arrivé. Mais je peux te promettre que moi je reviendrai. Toujours. »« Comment je peux en être sûre ?» demanda-t-elle, levant vers lui des yeux où brillaient des larmes contenues. Antoine réfléchit un instant, puis sortit de sa poche sa montre Cartier, celle que ses ravisseurs n'avaient pas prise, sans doute pour éviter de laisser une trace facilement identifiable. « Tu vois cette montre ? Elle appartenait à mon père. C'est tout ce qu'il m'a laissé quand il est parti. C'est mon bien le plus précieux. » Il la détacha de son poignet et la tendit à Manon. « Je te la confie. C'est ma promesse que je reviendrai la chercher. » Manon regarda la montre avec des yeux écarquillés, n'osant la toucher. « Elle vaut super cher, » murmura-t-elle. « Pourquoi vous me la donnez ?»« Je ne te la donne pas, je te la confie, » corrigea doucement Antoine. « C'est différent. C'est une façon de te dire que tu peux me faire confiance. » Après une hésitation, Manon tendit une main tremblante et prit la montre, la tenant comme si elle était faite de cristal. « Je la garderai bien, » promit-elle solennellement. « Je n'en doute pas un instant. » Antoine se leva, lui tendant la main. « Maintenant, si on allait dîner, Juliette a préparé un gratin de pommes de terre. » Pour la première fois, Manon accepta la main tendue, se levant avec la montre précieusement serrée contre elle. Ce simple geste, cette confiance naissante, valait pour Antoine tous les projets architecturaux du monde. Le lendemain matin arriva trop vite. Antoine se préparait à partir pour Paris avec maître Lefebvre qui venait le chercher. Manon l'observait depuis l'encadrement de la porte, silencieuse et tendue, la montre Cartier soigneusement enveloppée dans un mouchoir propre et rangée dans la poche de son jean. « Tu te souviens de ce que nous avons convenu ?» demanda Antoine, en boutonnant sa chemise.
Tu restes avec Juliette, tu ne réponds pas au téléphone. Et si quelque chose d'inhabituel se produit, vous vous réfugiez chez le voisin, monsieur Laurent. Manon hocha la tête, les lèvres serrées. Elle voulait paraître forte, mais la peur était là, tapie sous la surface, prête à l'engloutir dès qu'Antoine aurait franchi le seuil de la porte. « Je serai de retour pour le dîner, » promit-il, en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Et quand je reviendrai, nous parlerons sérieusement de ton avenir, de notre avenir, si c'est ce que tu veux. » Sans réfléchir, mue par une impulsion qu'elle ne comprenait pas, elle-même, Manon se jeta dans ses bras. Antoine, surpris par ce geste soudain, resta immobile un instant avant de l'enlacer doucement. « Soyez prudent, » murmura-t-elle contre son épaule. « Je le serai, » promit-il, ému par cette étreinte inattendue. Un klaxon retentit dehors. Maître Lefebvre était arrivé. Antoine se détacha délicatement de Manon, lui adressant un dernier sourire rassurant avant de quitter la chambre. Elle le suivit jusqu'à la porte d'entrée, où Juliette les attendait. « Ne t'inquiète pas, » dit cette dernière en posant une main protectrice sur l'épaule de Manon. « Tout se passera bien. » Manon regarda la voiture s'éloigner dans l'allée, un sentiment d'appréhension grandissant en elle. Malgré la montre, malgré les promesses, une part d'elle-même, celle qui avait appris à survivre dans les rues, lui soufflait que rien n'était jamais certain, que le bonheur était toujours provisoire. La journée s'écoula avec une lenteur insupportable. Juliette s'efforçait de distraire Manon en lui proposant diverses activités. Cuisine, jardinage, jeux de société. Mais la fillette restait distante, son esprit visiblement ailleurs, ses yeux revenant sans cesse à la pendule du salon qui égrenait les heures avec une indifférence cruelle. En début d'après-midi, alors qu'elles préparaient ensemble un gâteau au chocolat, le téléphone sonna, faisant sursauter Manon. Juliette s'essuya les mains et alla répondre dans le bureau, fermant la porte derrière elle. Manon tendit l'oreille, mais ne put saisir que des bribes de conversation. « Vraiment ? Quand ? Mais c'est impossible !» Lorsque Juliette revint dans la cuisine, son visage était pâle, ses mains légèrement tremblantes. « Qui c'était ?» demanda immédiatement Manon. « Maître Lefebvre, » répondit Juliette en s'efforçant de sourire. L'interrogatoire prend plus de temps que prévu, mais tout se passe bien. Manon la dévisagea intensément, son instinct lui soufflant que quelque chose n'allait pas. « Vous mentez, » dit-elle simplement. Juliette soupira, passant une main lasse sur son visage. « Tu es trop perspicace pour ton âge, Manon. »« Qu'est-ce qui se passe? Où est Antoine ?» Juliette hésita, partagée entre son désir de protéger l'enfant et son respect pour son intelligence et sa maturité. « Il a été retenu au commissariat pour la nuit, » dit-elle finalement. « Arrêté ?» Le mot sortit comme un cri étranglé. « Non, pas exactement. Disons qu'ils ont plus de questions que prévu. Maître Lefebvre est avec lui, il veille à ce que tout se passe correctement. » Manon recula, secouant la tête avec incrédulité. « C'est les amis de Mercier qui font ça, hein? Ils vont l'envoyer en prison pour des choses qu'il n'a pas faites. »« Non, Manon, ça n'arrivera pas, » tenta de la rassurer Juliette. « Notre système judiciaire n'est pas parfait, mais il fonctionne. La vérité finira par éclater. » Mais la fillette ne l'écoutait plus. Dans son esprit, tout s'effondrait à nouveau. Les promesses, les espoirs, les rêves d'un foyer, tout disparaissait comme des châteaux de sable emportés par la marée. Antoine ne reviendrait pas. Personne ne revenait jamais. Sans un mot, elle tourna les talons et monta l'escalier, en courant, s'enfermant dans sa chambre. Juliette la suivit, frappant doucement à la porte. « Manon, ouvre-moi, s'il te plaît. Nous devons parler. »« Laissez-moi tranquille, » cria la fillette à travers la porte. « Vous êtes tous pareils. Vous promettez des choses, et après, vous disparaissez. »« Je comprends que tu sois bouleversée, » insista Juliette, « mais ce n'est qu'un contretemps. Antoine sera bientôt de retour, je te le promets. » Un silence pesant s'installa, puis la voix de Manon s'éleva à nouveau, étrangement calme. « D'accord, j'ai besoin d'être seule un moment, je descendrai pour le dîner. » Soulagée par ce qu'elle prenait pour une acceptation raisonnable de la situation, Juliette redescendit, ignorant que derrière la porte, Manon rassemblait déjà ses maigres possessions dans son sac à dos usé. La nuit avait enveloppé la maison de Barbizon de son manteau d'obscurité. Dans sa chambre, Manon attendait immobile comme une petite statue assise sur le rebord de la fenêtre.
Elle avait préparé son sac à dos avec une efficacité née de l'habitude. Quelques vêtements, son carnet de dessin, la trousse de premiers soins subtilisée dans la salle de bain, une bouteille d'eau et les restes du gâteau au chocolat qu'elle avait discrètement emporté après le dîner. Le repas s'était déroulé dans une atmosphère tendue. Manon avait maintenu un silence obstiné, répondant aux tentatives de conversation de Juliette par des monosyllabes polis mais distants. La femme, de son côté, semblait préoccupée, vérifiant régulièrement son téléphone avec une inquiétude mal dissimulée. « Tu devrais aller te coucher, Manon », avait finalement suggéré Juliette. « Il est tard, et la journée a été éprouvante. » Manon avait acquiescé docilement, montant l'escalier sous le regard bienveillant mais épuisé de son hôtesse. Elle avait fait semblant de se préparer pour la nuit, puis s'était assise près de la fenêtre, attendant patiemment que la maison s'endorme. 2 heures s'étaient écoulées depuis. La lumière de la chambre de Juliette s'était éteinte, et un silence profond régnait désormais sur la demeure. Il était temps. Avec des gestes précis et silencieux, Manon ouvrit la fenêtre qui donnait sur le toit d'une véranda. Elle s'y glissa agilement, referma la fenêtre derrière elle, puis descendit le long de la gouttière. Une manœuvre qu'elle avait déjà pratiquée maintes fois dans les immeubles parisiens. Une fois au sol, elle s'immobilisa, scrutant les ténèbres à la recherche d'un mouvement suspect. Mais seuls les bruits nocturnes de la forêt répondaient à sa vigilance, le ululement lointain d'une chouette, le bruissement des feuilles dans la brise légère. Manon savait exactement où elle allait. Pendant ses 3 jours à Barbizon, elle avait mémorisé la carte de la région accrochée dans le bureau, repérant la gare la plus proche, à Fontainebleau-Avon, et le chemin pour y parvenir à travers la forêt. De là, elle prendrait un train pour Paris, puis retournerait à Belleville dans son wagon, ou ce qu'il en restait. Le cœur serré, elle toucha la montre d'Antoine, soigneusement emballée dans sa poche. Une part d'elle-même lui criait qu'elle faisait une erreur, qu'elle devrait attendre, faire confiance. Mais l'expérience lui avait appris que l'espoir était un luxe dangereux et que la fuite était toujours la meilleure solution quand le monde des adultes commençait à s'effondrer. Elle s'engagea résolument sur le chemin forestier, sa petite lampe de poche projetant un faible halo devant elle. La forêt de Fontainebleau, magnifique et accueillante en journée, prenait des allures inquiétantes dans l'obscurité. Les arbres semblaient se pencher vers elle, leurs branches formant des ombres fantomatiques sur le sentier. Mais Manon avait connu bien pire que des forêts obscures, les ruelles sombres de Belleville, où les prédateurs n'étaient pas des animaux mais des humains, lui avaient enseigné une peur bien plus légitime. Après une vingtaine de minutes de marche, elle atteignit une route départementale. Selon son plan mental, il lui suffisait de la suivre vers le sud pour atteindre Fontainebleau en moins d'1 heure. De là, la gare n'était plus très loin. Elle progressait d'un bon pas, se tenant prudemment sur le bas-côté lorsque le bruit d'un moteur la fit se figer. Des phares approchaient dans son dos, illuminant soudain le paysage nocturne. Par réflexe, Manon plongea dans le fossé qui bordait la route, se faisant aussi petite que possible parmi les hautes herbes. La voiture ralentit à son niveau, comme si le conducteur cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Manon retint sa respiration, son cœur battant à tout rompre. La voiture s'arrêta complètement. « Je sais que tu es là, Manon », lança une voix féminine qu'elle reconnut immédiatement. « S'il te plaît, montre-toi. » Juliette. Comment avait-elle su? Manon resta immobile, espérant que la femme finirait par abandonner et repartir. « Écoute, je comprends pourquoi tu t'enfuis, » reprit Juliette, sa voix trahissant une inquiétude sincère. « J'aurais probablement fait la même chose à ta place, mais il y a quelque chose que tu dois savoir avant de partir. » Le silence s'épaissit, uniquement troublé par le ronronnement du moteur et le chant des grillons dans les champs environnants. Antoine est libre. Il vient d'appeler. Il sera à Barbizon dans moins d'1 heure. Ces mots touchèrent Manon comme une décharge électrique. Était-ce possible, ou s'agissait-il d'un piège pour la faire sortir de sa cachette? « Tu n'es pas obligé de me croire, » continua Juliette comme si elle lisait dans ses pensées. « Tu n'es pas obligé de revenir non plus. Mais Antoine a tenu sa promesse. Il a fait exactement ce qu'il avait dit. Il est revenu. Et il te cherche. » Quelque chose dans la voix de Juliette, une sincérité, une émotion brute, ébranla les certitudes de Manon. Lentement, prudemment, elle se redressa, révélant sa présence dans le faisceau des phares.
Juliette sortit de la voiture et s'approcha, s'arrêtant à quelques mètres pour ne pas l'effrayer. « Tu n'imagines pas comme j'étais inquiète, dit-elle doucement. Quand j'ai vu ta chambre vide... »« Comment vous m'avez trouvée » demanda Manon, méfiante mais curieuse. Un sourire fatigué éclaira le visage de Juliette. « J'ai vu la carte, dans le bureau avec tes petites marques au crayon. Et j'ai pensé à ce que j'aurais fait à ta place. » Manon ne put s'empêcher d'être impressionnée par cette perspicacité. « C'est vrai pour Antoine? Il est vraiment libre ?»« Absolument vrai, je te le jure. » Juliette s'accroupit pour être à la hauteur de la fillette. Maître Lefebvre a réussi à convaincre le procureur que les accusations de Mercier n'étaient pas fondées. Et ils ont reçu de nouvelles preuves. Quelles preuves? Des vidéos de surveillance d'une station-service près de l'usine. On y voit clairement Mercier et ses hommes y entrer et en sortir pendant les jours où Antoine était séquestré. Une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux de Manon, vite remplacée par la méfiance qui ne la quittait jamais totalement. « Et maintenant, la police va venir me chercher ?»« Non, » répondit fermement Juliette. « Antoine a été très clair là-dessus. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit contre ta volonté. Mais... » Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Il a vraiment besoin de te voir, Manon. Il était terrifié à l'idée que tu aies disparu. » La fillette resta silencieuse, pesant ses options. Une part d'elle voulait désespérément croire Juliette, retourner à la maison des peintres, retrouver Antoine. Mais une autre part, celle qui avait été blessée, abandonnée, trahie, lui hurlait de fuir, de ne faire confiance à personne. « Si je reviens, dit-elle finalement, et que c'est un mensonge, je ne vous ferai plus jamais confiance. À personne. »« C'est parfaitement juste, » acquiesça Juliette avec une gravité qui montrait qu'elle comprenait l'importance de ce moment. « Je te promets que je ne te mens pas, Manon. » Après un dernier instant d'hésitation, la fillette hocha la tête et s'avança vers la voiture, serrant son sac à dos contre elle comme un bouclier. Le trajet de retour se fit dans un silence chargé d'émotions contenues. Manon regardait défiler le paysage nocturne, se demandant si elle avait fait le bon choix, si cette fois, peut-être. Enfin, quelqu'un tiendrait ses promesses. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, une autre voiture était déjà garée dans l'allée. Le cœur de Manon fit un bond dans sa poitrine. Elle sortit précipitamment du véhicule et courut vers la porte d'entrée s'arrêtant net sur le seuil. Dans le salon, debout près de la cheminée, se tenait Antoine. Son visage portait encore les marques de sa captivité, mais ses yeux brillaient d'une énergie nouvelle. Quand il aperçut Manon, un soulagement immense transforma ses traits. « Manon, souffla-t-il, comme s'il n'osait y croire, tu es là. » Sans réfléchir, poussée par une impulsion qu'elle ne chercha pas à contrôler, Manon traversa la pièce en courant et se jeta dans ses bras. Antoine l'étreignit fermement, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore. « J'ai cru que tu ne reviendrais pas, » murmura-t-elle contre son épaule. « Je te l'avais promis, tu te souviens ?» répondit-il doucement. « Et je tiens toujours mes promesses. » Ils restèrent ainsi un long moment, deux âmes blessées trouvant enfin un ancrage dans la tempête de la vie. Juliette les observait depuis la porte, un sourire ému aux lèvres. Finalement, Antoine se détacha délicatement de l'étreinte, gardant ses mains sur les épaules de Manon. « J'ai quelque chose d'important à te dire, » annonça-t-il avec une solennité qui fit se tendre la fillette. « Quelque chose que j'aurais dû te dire dès le début. » Manon le regarda avec appréhension, craignant soudain que toutes ses peurs ne se confirment. « Pendant que j'étais au commissariat, » commença Antoine, « j'ai demandé aux policiers de faire des recherches sur ta mère, Élise Thibault. Le Bissexen. » Cœur de Manon sembla s'arrêter. Sa mère, le sujet le plus douloureux, la blessure toujours ouverte. « Ils ont trouvé quelque chose, » poursuivit Antoine avec douceur. « Élise n'a pas disparu volontairement, Manon. Elle a été victime d'un accident le soir même où elle t'a quitté en te promettant de revenir. » Les jambes de Manon vacillèrent sous le choc. Juliette s'approcha rapidement, l'aidant à s'asseoir sur le canapé. Antoine s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains tremblantes dans les siennes. Elle a été renversée par une voiture, alors qu'elle traversait une rue près de la place des Fêtes, expliqua-t-il doucement. Elle n'avait pas ses papiers sur elle, juste quelques pièces pour acheter du pain. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état grave. Elle est... Manon ne put terminer sa phrase, la gorge nouée par l'émotion. « Non, » répondit vivement Antoine, « elle n'est pas décédée.
Elle avait été dans le coma pendant plusieurs semaines, et quand elle s'est réveillée, elle souffrait d'amnésie. Manon écarquilla les yeux, tentant d'assimiler ces informations qui bouleversaient tout ce qu'elle avait cru pendant 4 longues années. Elle ne se souvenait pas de son nom, ni du tien. Les médecins ont essayé de l'identifier, mais sans succès. Et comme tu étais déjà en fuite, personne n'a fait le lien. Où est-elle maintenant ? Demanda Manon d'une voix à peine audible. Antoine échangea un regard avec Juliette avant de répondre. Dans un centre spécialisé à Neuilly-sur-Marne, elle a progressivement retrouvé certains souvenirs, mais pas tous. Elle te cherche depuis des mois, Manon. Elle a engagé un détective privé avec l'aide des services sociaux. Un sanglot s'échappa de la poitrine de Manon, libérant 4 années de douleur, de solitude et de peur. Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues coulaient maintenant librement sur ses joues. « Elle ne m'a pas abandonnée », murmura-t-elle entre 2 sanglots. Elle voulait revenir. « Oui, Manon », confirma Antoine, en essuyant doucement ses larmes. « Elle n'a jamais voulu te laisser. Jamais. » Juliette s'approcha avec un verre d'eau et une boîte de mouchoirs. Manon but avidement, comme si cette eau pouvait apaiser la brûlure des émotions qui la submergeaient. « Comment vous avez découvert tout ça ?» demanda-t-elle finalement, retrouvant un semblant de calme. « C'est grâce à Maître Lefebvre, » expliqua Antoine. « Quand je lui ai parlé de toi et de ta mère disparue, il a contacté un ami au service des personnes disparues. Ton prénom et celui de ta mère ont suffi pour établir le lien avec un dossier non résolu. Je veux la voir, » déclara Manon avec une détermination soudaine. « Bien sûr, » acquiesça Antoine. « Dès demain, si tu veux. J'ai déjà prévenu le centre. Ils sont en train de la préparer à l'idée de te retrouver. » Un nouveau silence s'installa, mais différent des précédents. Un silence empli d'espoir, de possibilités nouvelles, d'un avenir qui s'ouvrait soudain là où il n'y avait eu que des impasses. « Et après ?» demanda finalement Manon, formulant la question qui la taraudait. « Je vais retourner vivre avec elle. » Antoine prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est compliqué, Manon. Ta mère est encore en convalescence. Elle ne pourra pas s'occuper de toi tout de suite. Elle a besoin de temps pour se rétablir complètement. » La déception se peignit sur le visage de la fillette, vite remplacée par l'inquiétude. « Alors, je vais aller où ? Dans un foyer ? » C'est là que j'ai une proposition à te faire, dit Antoine avec un sérieux qui captiva immédiatement l'attention de Manon. « Si tu es d'accord, et si ta mère l'est aussi, j'aimerais devenir ton tuteur légal jusqu'à ce qu'Élise soit capable de reprendre son rôle de mère. » Manon le regarda incrédule. « Mon tuteur, ça veut dire quoi exactement ? » « Ça veut dire que tu vivrais chez moi, que je prendrais soin de toi, que tu irais à l'école, comme une famille en quelque sorte, mais temporairement jusqu'à ce que ta mère aille mieux. Et je pourrais la voir quand je veux, aussi souvent que possible, confirma Antoine. Le centre n'est pas très loin de chez moi à Paris. » Manon digéra cette information, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Joie de savoir sa mère vivante, appréhension face à ses retrouvailles imminentes, espoir à l'idée de vivre avec Antoine, crainte que tout cela ne soit qu'un beau rêve qui se transformerait en cauchemar au réveil. « J'ai peur, » avoua-t-elle finalement, sa voix trahissant sa vulnérabilité. « C'est normal, » la rassura Antoine. « Le changement fait toujours peur, même quand c'est un changement pour le mieux. Et si elle ne me reconnaît pas ?» Cette question, Manon l'avait à peine chuchotée, comme si la formuler à voix haute risquait de la rendre réelle. Antoine serra doucement ses mains. Les médecins disent que les souvenirs liés aux émotions profondes sont souvent les plus résistants. L'amour d'une mère pour son enfant est l'un des sentiments les plus forts qui existent. Une partie d'elle te reconnaîtra, j'en suis certain. Manon hocha lentement la tête, puisant du courage dans ses paroles et dans la présence rassurante d'Antoine. Puis, se souvenant soudain, elle plongea la main dans sa poche et en sortit la montre soigneusement emballée. « Tenez, » dit-elle, en la lui tendant. « Vous êtes revenu comme promis. » Antoine regarda la montre puis le visage de Manon et sourit avec une tendresse infinie. « Garde-la encore un peu, jusqu'à ce que tu sois sûr que je tiendrai toutes mes promesses. » Cette marque de confiance toucha Manon plus profondément que n'importe quelle parole. Elle remballa soigneusement la montre et la remit dans sa poche,
sentant son poids rassurant contre sa hanche. « Il est tard, » intervint doucement Juliette. « Vous devriez tous les deux vous reposer. La journée de demain sera riche en émotions. » Manon acquiesça, soudain consciente de la fatigue qui l'accablait après tant d'émotions intenses. Elle se leva, mais s'arrêta avant de quitter la pièce. « Et Mercier ?» demanda-t-elle, se souvenant soudain de la menace qui planait toujours. « Il a été placé en garde à vue ce soir, » répondit Antoine avec une satisfaction évidente. « Les vidéos de surveillance et mes blessures constituaient des preuves trop accablantes. Il va devoir répondre de ses actes devant la justice. » « Et les terrains? Pour les logements sociaux ?» Un sourire éclaira le visage fatigué d'Antoine. « Le projet est toujours d'actualité. En fait, grâce à toute cette affaire, il a gagné en visibilité. Le maire de l'arrondissement a personnellement appelé pour exprimer son soutien. » Cette nouvelle sembla apaiser une dernière inquiétude chez Manon. Elle hocha la tête avec satisfaction avant de monter l'escalier, escortée par Juliette, qui insistait gentiment pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Restée seule dans sa chambre, Manon s'approcha de la fenêtre par laquelle elle s'était enfuie quelques heures plus tôt. Le ciel nocturne était criblé d'étoiles, d'une clarté qu'on ne voyait jamais à Paris. Elle pensa à sa mère, vivante quelque part attendant de la retrouver. Elle pensa à Antoine, qui avait tenu sa promesse contre toute attente. Et pour la première fois depuis bien longtemps, elle s'autorisa à espérer. Non pas avec la méfiance prudente qui avait été la sienne jusqu'alors, mais avec une confiance fragile et nouvelle. Le lendemain serait le premier jour d'une vie différente. Une vie où elle ne serait plus seule. Une vie où les adultes, parfois, tenaient leurs promesses. Alors qu'elle se glissait sous les draps pas frais, Manon réalisa qu'elle n'avait pas vérifié les issues, ni planifié une route d'évasion en cas de danger, comme elle le faisait invariablement chaque soir depuis des années. Ce soir, pour la première fois, elle s'endormit sans peur du lendemain. Le centre de réadaptation neurologique de Neuilly-sur-Marne se dressait au milieu d'un parc verdoyant, ses bâtiments modernes contrastant avec les arbres centenaires qui l'entouraient. Ce matin-là, un soleil timide perçait à travers les nuages, comme pour accompagner les retrouvailles qui allaient aussi dérouler. Dans la voiture d'Antoine, Manon regardait défiler le paysage, silencieuse et tendue. Elle portait une robe simple que Juliette lui avait achetée la veille, et ses cheveux, habituellement en bataille, avaient été soigneusement coiffés. Ses mains, crispées sur son carnet de dessin, trahissaient son anxiété. « Tout va bien se passer », murmura Antoine, percevant son trouble. « Prends ton temps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre ce moment. » Manon hocha imperceptiblement la tête, incapable de formuler les émotions tumultueuses qui l'habitaient. Comment réagirait-elle en voyant sa mère après toutes ces années? Et surtout, comment sa mère réagirait-elle? La reconnaîtrait-elle vraiment malgré son amnésie? Toutes ces questions tourbillonnaient dans son esprit, rendant chaque kilomètre plus angoissant que le précédent. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au centre, une femme d'une cinquantaine d'années les attendait à l'entrée, le docteur Marlène. Fournier, neuropsychologue responsable du cas d'Élise Thibault. « Bonjour Manon », dit-elle doucement, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Je suis très heureuse de te rencontrer enfin. Ta maman t'attend. »« Comment elle va ?» demanda la fillette d'une voix à peine audible. Le docteur Fournier sourit avec bienveillance. « Elle est nerveuse, tout comme toi. Elle a fait d'énormes progrès ces derniers mois. Elle se souvient de beaucoup de choses, mais certains moments te restent flous dans sa mémoire. Il faudra être patiente avec elle. » Manon acquiesça gravement, serrant son carnet contre sa poitrine comme un talisman. Antoine posa une main rassurante sur son épaule. « Je serai juste derrière toi, promit-il. Mais c'est ton moment à toi et à ta mère. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Ils suivirent le docteur Fournier à travers les couloirs lumineux du centre, jusqu'à une petite salle aménagée avec des fauteuils confortables et des plantes vertes. L'atmosphère y était intentionnellement chaleureuse, loin de la froideur hospitalière. « Attends ici un instant, » dit la neuropsychologue en ouvrant une porte adjacente. « Je vais la chercher. » Manon resta immobile, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait s'échapper de sa poitrine. Antoine s'était discrètement reculé vers le fond de la pièce, lui laissant l'espace nécessaire pour ses retrouvailles. La porte se rouvrit lentement, et elle était là. Élise Thibault avait changé depuis la dernière fois que Manon l'avait vue. Son visage, autrefois émacié par les difficultés, s'était arrondi.
Ses cheveux châtains, jadis longs et souvent négligés, étaient coupés, au carré encadrant délicatement ses traits. Mais ses yeux d'un brun doré que Manon avait hérité, étaient les mêmes, brillant maintenant d'émotions contenues. « Manon » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'incertitude et d'espoir. Le temps sembla se figer. 4 années de séparation, de douleur, de solitude, condensées en cet instant fragile où 2 regards se rencontraient à nouveau. « Maman » souffla Manon, le mot s'échappant comme une prière longtemps retenue. Quelque chose s'illumina. Dans les yeux d'Élise, une reconnaissance, une certitude soudaine qui transcendait l'amnésie et le temps écoulé. « Mon petit rossignol », dit-elle, utilisant ce surnom que seule elle connaissait. Ce fut comme si un barrage cédait. Manon traversa la pièce en courant et se jeta dans les bras de sa mère qui s'était agenouillée pour l'accueillir. Leurs larmes se mêlaient tandis qu'elles s'étreignaient. 2 pièces d'un même puzzle enfin réunies après avoir été séparées trop longtemps. « Je suis tellement désolée », sanglotait Élise caressant les cheveux de sa fille. « Je voulais revenir, je te le jure, je n'ai jamais voulu t'abandonner. »« Je sais », répondit Manon, sa voix étouffée contre l'épaule de sa mère. « Je sais maintenant. » Elles restèrent ainsi enlacées un long moment, comme pour rattraper chaque étreinte manquée durant ces années de séparation. Antoine et le docteur Fournier s'étaient discrètement éclipsés, leur laissant l'intimité nécessaire pour ces retrouvailles bouleversantes. Finalement, elles se séparèrent légèrement, s'observant à travers leurs larmes, redécouvrant chaque détail de leur visage. « Tu as tellement grandi », murmura Élise avec émerveillement. « Tu es devenue si belle. » Manon rougit légèrement, peu habituée aux compliments. « Toi aussi tu es belle, maman. Tu as l'air en meilleure santé. » Élise sourit tristement. « Oui, ils prennent bien soin de moi ici. » Elle hésita, cherchant ces mots. « Manon, il y a tant de choses que je voudrais te dire, t'expliquer. On a le temps maintenant, » la rassura Manon avec une maturité qui serra le cœur d'Élise. Cet enfant avait dû grandir trop vite, assumer des responsabilités bien au-delà de son âge. Elles s'installèrent côte à côte sur un canapé, leurs mains toujours entrelacées, comme si elles craignaient qu'en se lâchant, l'autre ne disparaisse à nouveau. « Où étais-tu pendant tout ce temps ?» demanda doucement Élise. « J'étais si inquiète quand les services sociaux m'ont dit qu'ils n'avaient pas pu te retrouver. » Manon hésita, ne sachant par où commencer pour raconter ses 4 années de survie dans les rues de Paris. « J'ai trouvé un endroit pour vivre, » dit-elle simplement. « J'ai appris à me débrouiller. » Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes à nouveau. « Ma pauvre chérie, tout est de ma faute. Si seulement je n'étais pas sortie ce soir-là. »« Non, » l'interrompit fermement Manon. « Ce n'était pas ta faute. C'était un accident. Et tu m'as cherché dès que tu as pu. » Élise acquiesça, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Jour et nuit, j'ai engagé un détective avec l'aide du centre. J'ai placardé des affiches dans tout Belleville. Mais tu semblais être évaporée. » « J'évitais les adultes, » admit Manon. « J'avais peur qu'ils m'envoient dans un foyer. » Un silence lourd de non-dits s'installa. Tant de temps perdu, tant de souffrances qui auraient pu être évitées. Mais, également, paradoxalement, une reconnaissance tacite de la force qui les avait maintenues en vie, chacune à sa façon. « Et maintenant ?» demanda finalement Manon, formulant la question qui la taraudait. « Quand est-ce que tu pourras sortir d'ici ?» Le visage d'Élise s'assombrit légèrement. « C'est compliqué, mon petit rossignol. Je fais d'énormes progrès, mais les médecins disent que j'ai encore besoin de soins. Ma mémoire n'est pas totalement revenue et j'ai des épisodes parfois, des moments où je perds pied avec la réalité. » Manon hocha la tête, digérant cette information avec le pragmatisme qui la caractérisait. « Combien de temps encore ?»« Quelques mois, peut-être 1 an. » répondit Élise avec une honnêteté douloureuse. « Je suis tellement désolée, Manon. J'aimerais pouvoir rentrer avec toi aujourd'hui, reprendre notre vie là où nous l'avons laissée. »« C'est pas grave, » dit Manon avec une générosité qui émut profondément sa mère. « L'important, c'est que tu ailles mieux. » Et puis, elle hésita, incertaine de la réaction d'Élise. « Antoine m'a proposé de vivre chez lui en attendant. »« Antoine ?» Élise fronça les sourcils, confuse. « L'homme qui t'a accompagné ?» Manon réalisa soudain que sa mère ne connaissait rien, des événements récents qui avaient bouleversé sa vie. Avec des mots simples, elle lui raconta sa rencontre avec Antoine dans l'usine abandonnée, comment elle l'avait libéré,
leur fuite à travers Belleville, le refuge à Barbizon, et finalement comment Antoine avait découvert la vérité sur la disparition d'Élise. À mesure que le récit se déroulait, le visage d'Élise exprimait tour à tour l'horreur, l'admiration, l'inquiétude et la gratitude. « Cet homme t'a sauvé », murmura-t-elle finalement. « Ou plutôt, vous vous êtes sauvés mutuellement. »« Il est gentil », confirma Manon avec simplicité, « et il tient ses promesses. » Élise sembla méditer ces paroles, son regard perdu dans le vague. « J'aimerais le rencontrer, » dit-elle finalement. « Ça lui parlait. » Manon sourit soulagée. « Il attend dehors. Je vais le chercher. » Elle se leva et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de l'ouvrir, se retournant vers sa mère avec une vulnérabilité soudaine. « Tu ne disparaîtras pas si je sors, hein ?» Le cœur d'Élise se brisa à cette question qui révélait toute la profondeur de la blessure de l'abandon. « Jamais plus, Manon. Je te le promets. Je serai toujours là pour toi désormais. » Rassurée, la fillette sortit et revint quelques instants plus tard, accompagnée d'Antoine, qui semblait à la fois nerveux et solennel. « Madame Thibault, » dit-il, en s'avançant, la main tendue. « Je suis Antoine Delacroix. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. » Élise se leva pour l'accueillir, serrant sa main avec émotion. « Monsieur Delacroix, comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma fille? C'est moi qui... » « Lui dois tout, » répondit-il avec sincérité. « Sans Manon, je ne serais probablement plus de ce monde. » Ils s'assirent tous les trois, Manon au milieu, comme un pont entre ces deux adultes qui représentèrent désormais son passé et son avenir. « Manon m'a dit que vous lui aviez proposé de l'accueillir, » commença Élise, allant droit au but. « Oui, » confirma Antoine, « uniquement si vous êtes d'accord, bien entendu, et seulement jusqu'à ce que vous soyez en mesure de reprendre votre rôle de mère. » Élise l'observa longuement, jaugeant sa sincérité. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne nous connaissez pas. » Antoine sourit légèrement. « Je connais Manon, sa force, son intelligence, sa générosité, et je sais ce que c'est que d'être séparé de son enfant. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai une fille, Sophie. Elle vit avec sa mère à Lyon. Je ne la vois que rarement. Accueillir Manon ne la remplacera pas, bien sûr, mais peut-être est-ce une façon pour moi de réparer quelque chose. » Cette honnêteté désarmante toucha Élise. « Vous savez que ce ne sera pas facile. Manon a traversé des épreuves qui l'ont marquée. Elle peut être difficile à apprivoiser. »« J'en suis conscient, » acquiesça Antoine, « mais je suis prêt à lui donner le temps et l'espace dont elle a besoin, et vous pourrez la voir aussi souvent que vous le souhaitez. Je vous le promets, Élise. » Se tourna vers sa fille. « Qu'en penses-tu, Manon? Est-ce que tu aimerais vivre chez Monsieur Delacroix pendant quelque temps ?» Manon regarda tour à tour sa mère et Antoine, sentant le poids de cette décision. « Je crois que oui, » dit-elle, finalement, « si je peux venir te voir souvent. »« Tous les jours, si tu veux, » promit Antoine. « Le centre n'est qu'à 20 minutes de mon appartement. »« Et l'école ?» demanda Élise, préoccupée par l'éducation de sa fille. « Manon a manqué tellement d'années. J'ai déjà contacté une école qui propose des programmes adaptés pour les enfants ayant connu des parcours atypiques, » expliqua Antoine. « Et j'ai également parlé de son talent artistique à un ami qui dirige un atelier pour jeunes artistes. Il serait ravi de l'accueillir. » Manon sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Jamais elle n'aurait imaginé quelques jours plus tôt que sa vie prendrait un tel tournant. Retrouver sa mère, avoir un foyer stable, retourner à l'école, développer son art, tout cela semblait trop beau pour être vrai. « Il y a une... dernière chose, » dit Antoine en sortant une enveloppe de sa poche. « Pendant que Manon et vous vous retrouviez, j'ai eu une conversation avec le docteur Fournier. Elle m'a expliqué que le centre proposait un programme spécial de réinsertion pour les patients en fin de traitement. » Élise fronça les sourcils, intriguée. « Je n'en ai jamais entendu parler. »« C'est assez récent, » précisa Antoine. « Il s'agit d'appartements thérapeutiques situés à proximité du centre. Les patients y vivent de façon semi-autonome, tout en bénéficiant d'un suivi médical régulier. » Les yeux d'Élise s'illuminèrent de compréhension. « Vous voulez dire que je pourrais quitter le centre tout en continuant votre traitement? » « Oui, » confirma Antoine. « Et le plus intéressant, c'est que ces appartements sont assez grands pour accueillir des familles. Manon pourrait y séjourner avec vous les week-ends, puis à temps plein quand vous serez prête. » Manon retint son souffle, osant à peine croire ce qu'elle entendait.
On pourrait vivre ensemble, pour de vrai? Pas immédiatement, tempéra Antoine. Ta mère a encore besoin de soins intensifs pendant quelques mois, mais ensuite, oui, ce serait possible. Élise semblait bouleversée par cette perspective. Je ne pourrai jamais me le permettre financièrement. C'est là qu'intervient ceci, dit Antoine en lui tendant l'enveloppe. C'est une bourse spéciale pour les patients dans votre situation. Elle couvrirait tous les frais pendant 1 an. Ce qu'Antoine ne disait pas, c'est que cette bourse provenait en réalité de ses fonds personnels. Un arrangement discret qu'il avait conclu avec le centre pendant que Manon retrouvait sa mère. « Je ne sais pas quoi dire, murmura Élise, les larmes aux yeux. « Pourquoi faites-vous tout cela pour nous ?» Antoine sourit, son regard se posant sur Manon. « Disons que votre fille m'a rappelé ce qui est vraiment important dans la vie, et que j'essaie simplement de lui rendre une fraction de ce qu'elle m'a donné. » Manon, submergée par l'émotion, se glissa entre eux et prit leurs mains dans les siennes, créant un lien physique entre ces 3 destins que le hasard avait réunis. « Alors c'est décidé ?» demanda-t-elle avec l'impatience de l'enfance. « Je vais vivre chez Antoine, aller à l'école, et bientôt on sera ensemble, maman et moi. » Élise et Antoine échangèrent un regard par-dessus la tête de la fillette, un regard chargé de promesses muettes et de détermination partagée. « Oui, mon petit rossignol, » confirma Élise en serrant sa main. « C'est exactement ce qui va se passer. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités et d'émotions. Manon s'installa dans l'appartement d'Antoine, un duplex lumineux dans le quartier du Marais avec une chambre spécialement aménagée pour elle. Les murs, initialement blancs, se couvrirent rapidement de ses dessins, transformant l'espace en une galerie d'art personnelle qui racontait son histoire. L'intégration à sa nouvelle école se fit progressivement. Malgré les années d'absence, Manon se révéla être une élève brillante, rattrapant rapidement son retard grâce à son intelligence vive et à la patience de ses professeurs. Son talent artistique fut immédiatement remarqué, lui valant une place dans un programme spécial pour jeunes artistes prometteurs. Chaque jour après l'école, Antoine l'emmenait voir Élise au centre. Ces visites quotidiennes renforçaient le lien entre mère et fille, comblant peu à peu le fossé creusé par les années de séparation. Parfois, ils pique-niquaient tous les 3 dans le parc du centre, formant une étrange famille improvisée qui apprenait à se connaître et à s'apprécier. Le projet des logements sociaux à Belleville avançait également. Un jour, Antoine emmena Manon sur le chantier, lui montrant les plans et écoutant avec attention ses suggestions sur les espaces communs et les aires de jeu. « Après tout, lui dit-il, qui mieux qu'une enfant du quartier pourrait savoir ce dont les familles ont besoin ?» Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues de Paris, Antoine et Manon se rendirent au centre avec une excitation particulière. C'était le grand jour. Élise allait emménager dans son appartement thérapeutique. Shai, bâtiment moderne et accueillant, se trouvait à quelques centaines de mètres du centre principal. L'appartement, bien que modeste, était lumineux et fonctionnel avec 2 chambres, une pour Élise et une pour Manon lors de ses visites. « C'est parfait », souffla Élise en découvrant les lieux, son regard s'attardant sur les petites touches personnelles qu'Antoine et Manon avaient ajoutées, des plantes vertes, des coussins colorés et surtout encadrés sur les murs, plusieurs dessins de Manon représentant leur vie d'avant et leur avenir ensemble. « Tu viendras ce week-end » demanda-t-elle à sa fille, l'émotion faisant trembler sa voix. « Évidemment », répondit Manon avec un sourire radieux. « J'ai déjà préparé mon sac. » Antoine les observait, le cœur plein d'une joie tranquille. Ces derniers mois avaient transformé sa vie d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Lui qui s'était perdu dans le travail après son divorce, qui avait négligé sa propre fille au profit de ses ambitions, redécouvrait à travers Manon ce que signifiait vraiment être un parent. « Antoine ?» La voix d'Élise le tira de ses réflexions. « Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait. » Il secoua la tête avec un sourire. « C'est moi qui vous suis redevable. Grâce à Manon et à vous, maintenant, j'ai retrouvé une partie de moi-même que je croyais perdue. » Un silence confortable s'installa entre eux, rompu par la sonnerie du téléphone d'Antoine. Il s'excusa et s'éloigna pour répondre, revenant quelques minutes plus tard avec une expression à la fois excitée et nerveuse. « C'était Sophie, » annonça-t-il. « Ma fille, elle vient passer les vacances de Noël à Paris. C'est merveilleux,
s'exclama Élise. Manon, cependant, semblait soudain préoccupée. « Elle va vivre avec nous, dans l'appartement ?» Antoine s'accroupit pour être à sa hauteur, comprenant immédiatement la source de son inquiétude. « Oui, elle va rester chez nous pendant 2 semaines. Mais cela ne change rien à ta place dans ma vie, Manon. Mon cœur est assez grand pour vous deux. » La fillette hocha lentement la tête, rassurée mais encore un peu incertaine. « Et si elle ne m'aime pas ?»« Elle t'aimera, » affirma Antoine avec conviction. Comment pourrait-elle ne pas aimer la courageuse petite artiste qui a sauvé son père? Un sourire timide éclaira le visage de Manon, qui se tourna vers sa mère comme pour chercher confirmation. « Tu es facile à aimer, mon petit rossignol », lui assura Élise en caressant tendrement sa joue. « Et je suis certaine que Sophie et toi deviendrez de grandes amies. » Cette perspective sembla apaiser les dernières craintes de Manon. Son monde, qui s'était limité pendant si longtemps à la simple survie dans les rues de Belleville, s'élargissait chaque jour un peu plus, s'enrichissant de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités. Le soir venu, alors qu'Antoine raccompagnait Manon à l'appartement, après avoir aidé Élise à s'installer, la fillette resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Ce n'est qu'une fois arrivée qu'elle se tourna vers lui, son expression sérieuse contrastant avec son jeune âge. « Je voudrais vous montrer quelque chose », dit-elle en sortant de son sac son carnet de dessin. Elle l'ouvrit à la dernière page et lui tendit. Antoine découvrit un dessin qui lui coupa le souffle, une représentation détaillée de la maison des peintres à Barbizon, mais transformée, agrandie. À côté, un texte soigneusement calligraphié expliquait « Projet d'architecture, maison pour enfants artistes de Belleville ». « C'est magnifique, Manon », murmura-t-il, ému par la précision et l'imagination dont témoignait ce dessin. « Que tu voudrais devenir architecte ?» Elle haussa les épaules avec une feinte nonchalance. « Peut-être, ou artiste, ou les deux, comme vous. » Antoine sourit, touché par cette confidence qui révélait combien il avait influencé cet enfant en si peu de temps. « Tu sais, dit-il pensivement, la maison de Barbizon est à vendre. Juliette pensait la racheter pour en faire une résidence d'artiste, mais ton idée est bien meilleure. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent. « Vraiment? On pourrait faire ça pour de vrai? » « Pourquoi pas? Un lieu où des enfants comme toi, qui ont du talent mais pas toujours les moyens de le développer, pourraient venir créer, apprendre, s'exprimer. » Il examina à nouveau le dessin, impressionné par sa vision. « Nous pourrions travailler ensemble sur ce projet. Qu'en dis-tu » Le visage de Manon s'illumina d'une joie pure, sans ombre ni réserve, une expression que peu de gens avaient eu le privilège de voir jusqu'alors. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle simplement. Ce soir-là, tandis que Paris s'endormait sous un ciel étoilé, une petite fille qui avait passé tant d'années à fuir se blottit dans un lit douillet entouré de dessins qui racontaient son histoire et ses rêves. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus peur de l'avenir. Pour la première fois, elle se sentait véritablement chez elle. Quelques mois plus tard, sur la colline de Belleville, un groupe hétéroclite assistait à l'inauguration des nouveaux logements sociaux. Antoine, élégant mais décontracté, coupait le ruban symbolique sous les applaudissements. À ses côtés se tenaient Manon et Élise, main dans la main, leurs visages rayonnants de fierté. « Et maintenant, » annonça Antoine au micro, « j'aimerais céder la parole à la personne sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. Non seulement parce qu'elle m'a sauvé la vie, mais parce que sa vision et son courage ont inspiré chaque aspect de cette réalisation. » Il tendit le micro à Manon qui s'avança timidement, ses joues rougissant sous l'attention de la foule. « Je m'appelle Manon Thibault », commença-t-elle d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de l'assemblée. « Il y a 1 an, je vivais dans la rue, cherchant chaque jour de quoi survivre. » Elle marqua une pause, son regard balayant la foule où se trouvaient plusieurs enfants du quartier qu'elle connaissait de son ancienne vie. « Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que personne n'est invisible, que chaque enfant mérite un toit, une éducation et la chance de poursuivre ses rêves. » Sa voix se raffermit à mesure qu'elle parlait, gagnant en assurance. « Ces immeubles ne sont pas seulement des logements. Ils sont une promesse. La promesse que chacun a droit à sa place dans cette ville, quelle que soit sa naissance ou sa situation. » Un tonnerre d'applaudissements accueillit ces paroles. Dans la foule, Juliette essuyait discrètement une larme, tandis que Sophie, la fille d'Antoine, filmait fièrement celle qu'elle considérait désormais comme une petite sœur. En arrière-plan, sur une grande affiche, on pouvait voir le prochain projet de l'agence de la Croix,
la maison des jeunes artistes de Barbizon, dont les plans portaient la signature conjointe d'Antoine Delacroix et Manon Thibault. Lorsque la cérémonie s'acheva, Manon s'approcha d'Antoine et sortit de sa poche un objet soigneusement enveloppé, la montre Cartier qu'il lui avait confiée ce jour-là à Barbizon. « Je crois qu'il est temps de vous la rendre, » dit-elle en la lui tendant. « Vous avez tenu toutes vos promesses. » Antoine regarda la montre, puis le visage confiant de cet enfant extraordinaire qui avait bouleversé sa vie. « Garde-la, » dit-il doucement. « Considère-la comme ma promesse pour l'avenir. Une promesse que, quoi qu'il arrive, tu ne seras plus jamais. » Seule, Manon sourit, rangeant précieusement la montre dans sa poche. Elle n'avait plus besoin de gages ou de garanties pour faire confiance. Elle avait appris que même dans un monde souvent cruel et injuste, il existait des personnes qui tenaient leurs promesses, des adultes sur qui l'on pouvait compter. Et tandis qu'elle rejoignait sa mère, qui l'attendait un peu plus loin, Manon Thibault, ancienne petite chiffonnière de Belleville, devenue architecte en herbe et symbole d'espoir pour son quartier, savait que la plus grande richesse n'était pas dans les bâtiments que l'on construisait, mais dans les liens que l'on tissait jour après jour avec ceux qui nous entouraient. Car pour quelqu'un qui avait passé tant d'années à fuir, apprendre à aimer et à faire confiance était finalement le